Je parle le chrono. Non, parce qu'on est organisé. Hein, fait que ça n'a pas l'air, là, mais, mais c'est ça, la preuve d'organisation. Très content d'être avec vous ce soir, effectivement. Le deuxième soir sur la route. Fait qu'on va essayer de s'améliorer par rapport à hier. On veut ça très organique. Effectivement, Sarah l'a dit, 24 ans qu'on se connaît, qu'on se pratique, qu'on se voit plus fréquemment, moins fréquemment. Donc, on va essayer de vous transmettre un peu l'histoire de Ève, là, un peu toutes les phases de croissance et de développement de son entreprise, puis comment elle a vécu, comment elle a fait là, pour se rendre là où elle est aujourd'hui. Ève, bienvenue. Merci. C'est pas comme si Merci on à tout le voyait monde pas d'être tout le ici temps. ce soir. Je ne m'attendais pas à ce qu'il y ait autant de monde, fait que c'est un peu intimidant, mais ça va aller. Bon, on va pas être gênés. Micro en plus. Oui. Ève, pour commencer, on va se projeter 24 ans en arrière, là, puis on va regarder au début. On parle souvent, là ce soir, on va parler d'artisans et entrepreneurs. Là, on parle souvent, quand on part une entreprise, on a une vision, on a quelque chose, on veut accomplir quelque chose. Toi, là, si tu retournes 24 ans en arrière, quand tu t'es lancé en entreprise, c'était quoi ta vision? C'était quoi ton ambition? Qu'est-ce que tu cherchais à accomplir avec ça? Bon, alors, on retourne donc 24 ans en arrière. J'avais 22 ans. Je vais essayer de mettre un petit contexte là, ici. 22 ans, donc je suis sortie de l'école. J'ai travaillé un petit peu avec des créateurs différents. Fait que ça m'a permis de un petit peu me positionner sur qu'est-ce que j'aimerais faire. Finalement, je rêvais de créer ma propre ligne, de faire mes propres créations. Pour avoir dessiné, collaboré avec des entreprises avant, je me suis rendu compte que ce que je voulais vraiment, c'était de faire mes propres trucs. Donc, à 22 ans, je décide de partir en affaires. Mon idée, c'était donc, bon, au début, tu rêves grand, tu dis, moi, je veux faire des défilés, moi, je veux vendre dans les boutiques. Puis là, tu réalises que tu n'es pas nécessairement outillé pour le faire. Donc, c'est un petit peu là où j'ai parti. J'ai décidé de regarder les programmes qui existaient. Les programmes, j'ai eu la chance d'avoir le STA. Il y en a peut-être qui ont connu ça à mon époque. Ah, j'aime ça. Donc, c'était super parce que c'est ça, j'ai pu avoir ça s'appelait le soutien aux travailleurs autonomes. Donc, le soutien aux travailleurs autonomes aidait les entrepreneurs à partir en affaires. Mais bon, c'est là où j'ai pris conscience de tout le côté entrepreneurial. Au début, j'ai commencé mon entreprise dans ma chambre. Fait que c'était l'idée d'avoir une grande pièce double, de la séparer avec mon lit d'un côté, ma machine à coudre, ma mini table de coupe. Non, je coupais même sur la table de la cuisine. Mes colocs n'aimaient pas ça. Et puis, c'est ça, en commençant le soutien aux travailleurs autonomes, j'ai rencontré André. Puis j'ai rencontré aussi plein d'entrepreneurs qui démarraient. Fait que ça a été comme super intéressant. Puis j'ai compris que j'avais beaucoup de cordes à mon arc qui n'étaient pas là, que je devais apprendre à les maîtriser, à les connaître, à les découvrir. À 22 ans, tu es un peu... un petit peu, dans mon cas, j'étais un peu une lionne qui fonçait dans un mur. Puis, dans un mur. Je voulais pas foncer dans un mur, mais j'avais la fougue, j'avais l'énergie d'apprendre, j'avais une soif d'apprendre et j'avais une passion. Fait que c'est un petit peu comme ça que ça a démarré. Bon, puis là, on a souvent l'habitude de dire, ça prend une vision. On parle beaucoup du why dans l'entreprise qui est super important, mais toi, en fait, tu es parti. Tu as foncé là, avec le caractère avec qui tu es, et puis tu es allé beaucoup plus en expérimentation parce que ce que tu voulais, tu te voyais comme faire des défilés, mais où tu allais réellement, là, au début, c'était pas si clair que ça. Non, c'est ça. C'était pas si clair que ça. Puis j'avoue que dans ce temps-là, on n'avait pas trop de modèles. Quand j'ai commencé, c'est pas comme aujourd'hui où il y a plein de créateurs québécois, il y a plein de créateurs canadiens, il y a plein de boutiques qui distribuent des produits locaux. À l'époque, c'était les boutiques multimarques. Quand ils vendaient d'autres marques, c'était des marques européennes, c'était des marques américaines. Il n'y avait pas cette ouverture-là, même cette connaissance-là. Je me souviens, les premières fois que j'ai frappé à des portes de boutiques et ils me disaient tu fais des produits québécois, tu veux vendre, ça ne marchera pas ton truc. Puis moi, on me disait ça, puis ça
ça me craquait encore plus de vouloir leur prouver qu'ils avaient tort, que ça allait fonctionner. Fait que puis aussi, c'est ça, dans ce temps-là, tu sais, il y avait Marie Saint-Pierre, il y avait Dubuc qui, eux, ils avaient leur propre boutique, leur pignon sur rue. Puis moi, c'était pas vraiment ça que je voulais faire. Tu sais, les produits qu'ils offraient, c'était des produits quand même haut de gamme. Moi, j'avais 22 ans, j'avais envie de m'habiller moi, j'avais envie d'habiller mes amis. J'avais envie que ce soit une gamme plus abordable, même si, bon, ça reste des produits locaux avec produits au Québec. Ça, c'est aussi quelque chose auquel je tenais. Je voulais que ce soit fait ici. Je voulais pas envoyer ça ailleurs parce que l'industrie avait quand même diminué, là, à l'époque, j'imagine, dans les années 80, tout ça, il y avait beaucoup de production au Québec. À mon époque, il n'y en avait pas beaucoup. Fait que c'était de trouver des couturières, des gens qui allaient pouvoir m'aider à builder, à avoir des sous-traitants. Donc c'est ça. Fait que je reviens sur l'idée de comment je vais m'y prendre pour vendre mon produit. Puis c'est en faisant le soutien au travail autonome, puis en montant mon plan d'affaires, que là, j'ai un petit peu compris que, bon, on va peut-être commencer avec du dépôt-consigne. J'ai commencé comme ça. Aller frapper aux portes, dire, écoutez, bon, vous ne voulez pas acheter mes produits, mais moi, je vais les déposer chez vous pendant un bout de temps, puis on verra ce que ça donne. Puis j'ai vraiment commencé comme ça, dans des boutiques où il n'y avait pas de créateurs québécois. Puis on mettait du dépôt-vente, puis d'être proche du produit. Puis là, dès que je gagnais un petit peu de sous, je reprenais ces sous-là pour racheter du matériel, pour refaire une petite production, puis aller la revendre la redéposer dans les boutiques. Puis c'est ça, tu te retrouves à faire un peu la femme orchestre, à faire tout, à faire la couture, les patrons, les essayages, le marketing, la finance, la livreuse, tout là, emballer les boîtes, tu sais, donc ça, tu te retrouves vraiment à tout faire, puis en même temps à comprendre le processus, à comprendre c'est quoi les différentes tâches, puis à te perdre un peu dans tout ça, parce que évidemment, des fois, tu passes trop de temps sur un truc, tu en passes moins sur un autre, fait que tu sais, je pense que c'est là où tu fais des erreurs aussi, puis que tu te cognes, tu t'en fâches, puis tu te relèves, puis tu recontinues, puis tu essaies de t'améliorer. Fait qu'en démarrage d'entreprise, c'est un bon 5 ans hein, qu'on dit d'une entreprise en démarrage. Donc, c'est ça. Puis là, petit à petit, il y a d'autres designers québécois que je vois là, c'est le fun. Puis c'est ça. Donc, petit à petit, ça a grandi, cette communauté-là qui est encore plus grande aujourd'hui. On a souvent un point de tension chez les artisans, la notion, là, puis c'est le titre un peu de la conférence ce soir, artisan et entrepreneur. Toi, rapidement, tu t'es projeté dans ce rôle d'entrepreneur. Qu'est-ce qui t'a aidé à faire ce pas, à concilier un peu les deux métiers, entre guillemets, là, de designer d'un côté, donc de créative, et de l'autre côté, tes responsabilités de chef d'entreprise? Bien, c'est sûr qu'à un moment donné, tu te rends compte qu'il y a des tâches que tu pourras peut-être pas déléguer. Tout le côté entrepreneur, quand tu montes ton affaire, tu peux pas nécessairement donner ça à quelqu'un d'autre. Fait que c'est un petit peu de voir que les chantiers que je pourrais déléguer plus facilement, puis me concentrer sur le côté peut-être plus entrepreneur. Disons, ouais. Puis dans ta posture aussi, il y a le fait que tu étais née d'une famille d'entrepreneurs, fait que tu avais des modèles aussi. Tu parlais il n'y avait pas de designer à part Saint-Pierre et Dubuc à l'époque, là, mais tu avais quand même un modèle familial avec tes parents là, au niveau entrepreneuriat qui t'ont quand même aidé à passer un peu ce pas, à passer ce pas mental là, de dire ben, je suis à la fois une dirigeante d'entreprise et une créatrice. Effectivement, j'ai eu la chance d'avoir des parents entrepreneurs. Mon père est comptable, donc c'est mon comptable. Ça, c'est quelque chose qui a été génial parce que dès le début de mon entreprise, il m'a appris à bien comprendre mes chiffres, à bien comprendre que quand je dépense, il faut que ça ramène. C'est un comptable très conservateur, donc j'ai appris à faire attention à mes dépenses, à mettre de côté pour les imprévus. Et puis ma mère, qui était une entrepreneuse dans la restauration, qui était habituée d'avoir plein de chapeaux puis à gérer beaucoup de ARH et qui m'a beaucoup aidée, les deux m'aident encore beaucoup dans les conseils ou donc mon père qui est encore mon comptable. Mais c'est ça m'a appris à beaucoup me structurer, à bien sectionner chaque département de l'entreprise et puis
comme je reviens sur le fait que au départ, ma première employée, j'ai voulu avoir une première employée pour pouvoir me dégager un petit peu des opérations, les opérations de la couture, le patron, même si j'adorais faire ça parce que c'est mon métier. Je suis une fille de métier, j'ai pas étudié au HEC, j'ai étudié en design de mode. Donc, au départ, je n'avais pas en tête d'être entrepreneur, même si je rêvais d'être designer, je comprenais pas nécessairement que c'était ça engageait d'être entrepreneur. Donc, j'ai dû déléguer une partie de la production à la faire en sous-traitance, d'avoir une employée qui travaille avec moi pour faire les patrons, la couture, mais de rester quand même en atelier et moi de me dégager pour faire un petit peu plus de gestion et d'organisation, puis mieux comprendre chaque département de vente, de trouver une agence aussi. Ça, c'est un autre point qui est arrivé, de trouver une agente pour me dégager des ventes, parce qu'au départ, tu commences, puis là, justement, tu fais tout. Tu vas toi-même rencontrer les boutiques, comme je disais tantôt, cogner aux portes, présenter ta collection, te faire dire non, te faire dire OK, peut-être, on va l'essayer. Donc, après quelques années, j'ai voulu me dégager de cet aspect-là pour pouvoir me concentrer plus sur le design et sur la gestion de l'entreprise. Ça, c'est intéressant, là, ce que tu amènes là. Il y a toute la notion, j'ai entendu il y a quelques mois en arrière, là, sous le contrôle de Mariouche, là, dire que l'artisan, là, dans la grande enquête qui avait été faite sur les artisans, qu'il y avait 9% du temps qui était consacré à la gestion. J'ai bon avec le 9? Oui, c'était ça. Bon. 9% du temps, toi, comment tu découpais tes tâches et puis qu'est-ce que tu consacrais à quoi là, entre le design? Tu l'as dit, là, tu es une designer de métier, ta valeur ajoutée pour l'entreprise était en priorité le design, mais comment tu gérais ton temps là, à travers cette tension de dire quand je suis un entrepreneur, une entrepreneur en démarrage, je dois tout faire? Et les semaines ont toujours 7 jours de 24 heures. Donc, comment je jumelle tout, puis comment je découpe ma gestion du temps par rapport aux tâches de gestion d'entreprise et les tâches de design qui étaient non naturelles? C'est sûr qu'au début, tu as un petit peu du mal à sectionner le tout. C'est avec le temps qu'on apprend à les sectionner. Mais si je reviens à un pourcentage pour en donner un à tout le monde, je dirais que c'est peut-être un 20-25% de création. Puis le reste, c'est vraiment de l'entrepreneuriat. Donc, je me considère entrepreneur, designer. Donc, le côté entrepreneurial, c'est vraiment, c'est ça, de sectionner. Bon, André, ici, là, je suis du genre à m'organiser, pour pouvoir organiser le côté entrepreneuriat, puis de bien sectionner la partie marketing, design, gestion, comptabilité, puis de se donner du temps. Moi, je suis du genre à avoir un calendrier à l'année. Ça, c'est mon côté un petit peu freak. Puis, dans mon calendrier à l'année, chaque département, on sait ce qu'on fait par semaine, par mois. Tout est comme tout est écrit, tout est inscrit. Dans le domaine de la mode, c'est cyclique. C'est pas comme ça dans tous les domaines, mais dans mon domaine, c'est 6 mois. C'est aux 6 mois, ça se répète, puis on refait les mêmes tâches. Fait que c'est comme facile de vraiment savoir à telle période de l'année, qu'est-ce qu'on fait, comment on s'organise, puis d'essayer de, comme à chaque semaine, d'organiser, OK, moi, cette semaine, on va avoir une partie qui va être plus administratif le matin ou une partie dessin, je vais me le faire pendant 1 mois et demi, ça va être 2-3 jours semaine que je vais dessiner. Fait que tout est vraiment bien établi d'avance parce que, ça dépend de chaque personne. Dans mon cas, c'est si je l'organise d'avance, plus c'est organisé, plus c'est facile pour moi que s'il y a un imprévu, d'être capable de le déplacer à un autre moment donné dans ma semaine ou comme dans la semaine d'après. Je trouve que c'est ce qui me permet aussi de me dégager, moi, de certaines tâches. Si je décide de les donner à... maintenant, on est une équipe de 8. Si je décide de donner une partie à mon équipe, c'est plus facile pour moi de le coordonner, de le regarder avancer, d'aider mes employés à savoir où on s'en va. Puis même elles ont ce calendrier-là. Ça les rend super autonomes de savoir où elles s'en vont dans le temps. Dans les semaines, dans les mois à venir, qu'est-ce qui s'en vient, qu'est-ce qu'il faut organiser. C'est un petit peu de temps cette semaine, on prend un petit peu de temps sur la semaine d'avance, la semaine prochaine, le mois d'après, tout ça. Ouais.
C'est un point super important. Là, en innovation, on parle d'ambidextrie mentale. Les opérations et l'innovation, ça ne va pas ensemble. Puis la créativité, là, c'est en dessous de l'innovation. Là, c'est une composante de l'innovation. Ce que ça veut dire, c'est qu'il faut isoler les deux. Là, on ne peut pas à la fois faire la compta, puis une heure après, créer. Tout ça, c'est extrêmement demandant mentalement. Donc, une des recettes, puis que tu as très bien appliqué, c'est de dire il faut trouver du temps. Puis c'est ça le défi là, que vous avez toutes et tous, puis qu'on a tous. Moi, je suis directeur de l'innovation. Je fais de l'innovation, mais quand on me demande de gérer des affaires, ben c'est pareil. Là, c'est compliqué de te mettre la tête dedans, te dire ah, j'en étais où, puis là on commence de la création. Donc c'est super important. Puis le côté organisé de Ève a beaucoup aidé là-dedans, de dire ben, je m'isole du temps, je m'isole des journées. Puis je me souviens que tu partais comme en voyage là pendant une semaine, 2 semaines, puis là c'était dédié à la création. Tu t'organisais pour que les tâches de gestion d'entreprise soient quelqu'un d'autre, mais toi, ta tête était à 100% sur la création de tes collections. Fait que ça, c'est essentiel là, pour pouvoir avancer puis maintenir cette créativité-là en vie pour vous. Là. Oui, puis je pense que, tu sais, dans la création, bon, après, j'imagine que chaque processus est différent pour chaque personne, mais pour moi, c'est important que j'ai un peu de temps, tu sais, que j'ai 2-3 jours pour pouvoir me plonger dedans, que je me laisse éparpiller dans mon univers de création, puis que j'ai aussi des journées de gestion pour pouvoir prendre du recul sur ce que je suis en train de créer, puis de se permettre de faire ça pendant, mettons, 1 mois et demi, d'avancer, de toujours être capable de se mettre dans sa bulle, mais d'être capable d'en ressortir pour quand tu rentres, t'as comme une espèce de distance, même si c'est dans la semaine suivante, une genre de distance pour dire, bon, ça m'a trotté dans la tête pendant la semaine, j'y reviens et je me rends compte que ça fait pas de sens, tel ou tel item, tu sais. Donc, de structurer ça, de se permettre de dire, OK, on se donne ce temps-là de création, puis ensuite de la gestion, de l'organisation pour le reste des journées, des blocs, de le faire par bloc. Oui. Puis ça, c'est pas une recette universelle. Hein. Le principe, c'est de dire, ben, toi, tu as ce besoin de revenir. Puis chacun, là, je pense, chaque artisan a son processus de création, puis de regarder comment, à la fin de la journée, à la fin de la semaine, là, on a une certaine somme de choses à faire. Donc, c'est pas le 3 jours, 1 jour, tout ça. Il n'y a pas de recette universelle. C'est à vous de trouver en accord avec vos rythmes personnels, en accord avec les moments où vous vous sentez plus créatif. Il y en a, c'est le matin, il y en a, c'est le soir, là, de dire, ben, moi, regarde, c'est comme ça que ça va marcher. Puis on est dans du test and learn. Là, on va tester, on va voir. Là, ça me convient. Non, ben, je change un peu. Puis vous allez réussir à trouver le rythme qui va bien pour vous à ce niveau-là. Fait que, je t'amène sur une notion de rôle. Là, tu parlais, on est en démarrage. Les rôles en démarrage, ben, c'est de tout faire. Tu n'as pas bien le choix. Très rapidement, là, tu as vu la nécessité de déléguer, de t'entourer, de déléguer, te structurer surtout, avec la notion de où est-ce que j'ai de la valeur, moi, pour l'entreprise, puis surtout, qu'est-ce que j'aime faire, là, qu'est-ce qui m'allume et puis dans quoi je suis bonne. Comment tu as fait ta structuration d'entreprise, là, cette prise de hauteur, de dire je suis la personne qui fait tout dans l'entreprise à je me dégage, puis il y a des choses que je vais laisser. Là. Puis est-ce que ça a été dur, des questions à tiroir, est-ce que ça a été dur de lâcher certaines choses? Est-ce que ça a été dur? Tu peux prendre 5 minutes pour y réfléchir. Non, ça n'a pas été dur. Je veux dire, c'est sûr qu'au départ, tu donnes les choses qui t'intéressent le moins. Donc, à partir du moment où tu es capable d'avoir des employés, c'est sûr que c'est vraiment chouette de t'entourer d'une équipe qui est fiable, qui est motivée. C'est super nourrissant parce qu'à un moment donné, de travailler tout seul, ça devient un petit peu difficile. Autant pour tous les tâches que tu as à accomplir, mais aussi le retour de travailler avec une équipe inspirante. Donc, c'est sûr que la partie design, c'était comme non négociable, que ça resterait dans ma cour. Après, j'ai quand même une équipe qui travaille avec moi, que je vais leur présenter les collections, les dessins, on va choisir ensemble. Puis à l'intérieur de ça, j'ai un de mes employés, ça fait 20 ans, qui travaille avec moi. Fait que, lui a aussi une bonne idée de qu'est-ce qui sort pas, qu'est-ce qu'il faut travailler, les silhouettes qu'il faut travailler, comme retravailler. Donc,
Cette partie-là, c'était quelque chose que j'allais pas déléguer, mais toute la partie comme comptabilité, les ventes, le B2B, s'occuper des boutiques. Je disais tantôt que j'avais une agente, mais bon, après, il faut s'occuper des clients, les boutiques, les partenaires, savoir qu'est-ce qui vend bien, qu'est-ce qui vend pas bien, d'avoir une relation avec les boutiques. Et ensuite, le B2C, parce que dans la structure de l'entreprise, on fait aussi du B2C, que ce soit à travers les salons ou de recevoir des clientes en atelier. Et par la suite, maintenant, la vente en ligne, parce qu'à l'époque, il n'y en avait pas. On envoyait des pigeons, hein, c'était ça, là. C'était ouais, des pigeons voyageurs qui livraient les... Ouais. C'est parce qu'hier, je disais à André que quand j'ai commencé, il n'y avait pas d'Internet. Je suis pas si vieille que ça, là. Mais il n'y avait pas il y avait pas de site web. Quand j'ai commencé, il n'y avait pas de site web. Mon premier site web, c'était un site web où il y avait de la musique, des photos. Puis les gens... je me dis, mon Dieu, quand tu cliquais sur les images, il ne se passait rien. Non, c'est ça. Fait que c'était un peu une vitrine, puis c'est sur le site qu'on donnait l'information de où nous retrouver, dans quel magasin et tout ça. Fait que c'était un peu plus, c'est ça, une vitrine. Par la suite, on a eu la vente en ligne avec Flash. Je ne sais pas si vous vous rappelez de ça aussi. C'était pas Shopify, c'était compliqué. Puis à chaque fois que tu voulais faire une modification, il fallait que tu parles au geek pour qu'il fasse une modification, puis ça coûtait une fortune. Aujourd'hui, c'est le fun, hein? La technologie, on est plus autonome, on est capable de faire les choses à l'interne, ça, c'est quand même génial. Donc ça, c'est une partie que je délègue aussi. Même si je chapeaute l'image de la marque, puis même les réseaux sociaux et tout ça, j'ai quelqu'un qui s'en occupe. Donc ça, c'était une partie aussi que j'ai donnée, que j'ai déléguée, mais que je chapeaute quand même. Je reste justement, je suis gestionnaire, un peu la chef d'orchestre de mes musiciennes. Mais j'adore ça. Hein. Le côté entrepreneuriat, en fait, je le trouve aussi intéressant que la partie créative. Puis c'est comme, je pourrais pas faire seulement du design, comme je pourrais pas juste être entrepreneur. Les deux parties, je les trouve, me comblent. Je cherche pas à faire des cours de poterie pour trouver mon côté artistique ou je trouve que d'être entrepreneur, en fait, ça me complète totalement. Puis, donc, bon, je m'égare sur la question. Non, il n'y a pas de souci, mais tu sais, on regardait un peu ce côté, c'était quoi les chantiers, là, quand on est en croissance, bien, effectivement, des chapeaux, là, il y a des rôles, là, tu parlais de rôles là, dans l'entreprise, puis moi, je me souviens, un des premiers pivots que tu as fait dans ta manière d'approcher le côté entrepreneurial versus le côté design, c'est d'arrêter de créer pour toi. Au début, là, tu créais pour Ève Gravel. Ève Gravel portait ce qu'elle faisait, puis ça lui plaisait à elle. Puis à un moment donné, tu as eu le déclic de dire il faut que je m'intéresse à mon client, que je me mette en empathie avec mes clients, savoir ce qu'elles veulent, et puis créer pour elles et non plus pour me faire plaisir à moi. Est-ce que tu peux nous parler un peu de comment ça s'est passé? Parce qu'on passe quand même de ce qui te plaît, là, de l'influence du créateur à donc quelque chose qui est très porté par le cœur, à quelque chose qui est plus porté par la tête en disant, si je veux en vivre, il va falloir que quelqu'un achète ce que je fais. Donc, il va falloir que je m'intéresse à ce qu'ils veulent, ces gens-là. André a raison. Au début de l'entreprise, je faisais les vêtements pour moi et mes amis. Mais principalement pour moi, puis dans ce temps-là, j'étais minuscule, donc je faisais toutes les fits sur moi. Et puis, je livrais ça en magasin, puis c'était tellement petit, il n'y a personne qui pouvait porter mes vêtements. Fait que de là, l'importance de quand tu vas dans des salons, de voir tes clientes porter tes vêtements, c'est une étude de marché, c'est un laboratoire de voir différentes silhouettes, différentes femmes de différents âges de porter tes vêtements. Donc, effectivement, au début, tu dessines pour toi en disant « Ah, moi, je vais porter ça, ça va être beau, ça va être le fun. » Puis à un moment donné, tu te dis « Bon, OK, ma cliente n'est pas nécessairement comme moi, mais je veux créer des vêtements que mes amis ou les gens qui m'entourent vont porter, qui ne s'adressent pas nécessairement à moi. » Tu sais, dans mes collections, il y a toujours des pièces que je sais que moi, je vais porter, puis il y en a d'autres que je sais que je ne les porterai pas, mais que je trouve belles, parce que je ne veux pas me dénaturer non plus. Je ne veux pas faire une pièce que je ne serais pas prête à mettre mon nom dessus. Puis évidemment, avec le temps, avec l'expérience, on comprend mieux c'est qui nos clientes, que ce soit
par territoire aussi, parce que les femmes du Québec ou les femmes du BC, ils ont comme différents goûts. Les pièces qui vont sortir, c'est pas nécessairement les mêmes que ce soit à Toronto où il y a comme une tangente tout le temps. Fait que tu apprends à connaître un peu tes personas. Ça, c'est quelque chose que tu apprends aussi dans des cours de marketing, par exemple. Voilà. Puis, on parlait effectivement de comment tu as développé un peu cette posture-là. Comment ça a impacté, toi, tes créations? Est-ce que ça a été difficile pour toi de dire, bon, ben regarde, je vais peut-être augmenter les feeds, je vais peut-être regarder les choses autrement, de m'intéresser aussi au prix vendant, là, à quel prix les femmes étaient prêtes à acheter tes produits. Ça, c'est quand même, moi, j'ai assisté à des séances là, où tu revoyais ta collection, où je trouvais ça très intéressant en disant, quand on regarde cette robe-là là, avec ton équipe, à combien vous l'achèteriez? Là? Puis non, regarde, elle est prévue pour être vendue à ce prix-là. Donc non, il faut qu'on revoie, il y a trop de détails, il n'y a pas assez de détails, c'est trop cher, c'est pas le bon tissu. Donc on voit que tu as réussi à te projeter vers un processus créatif où je crée quelque chose qui me plaît à quelque chose qui va te plaire, mais qui aussi va respecter un peu les besoins et les envies de ta clientèle. Ça, c'est un travail en continu qu'on fait encore aujourd'hui puis qu'on va continuer à faire dans le temps. C'est sûr que quand tu crées des collections, ton chapeau de designer, il s'emballe quand il est en création. Il a le goût de faire plein d'affaires. Puis là, tu réalises qu'à un moment donné, ça va se vendre cher, ça. OK, je pense que les clientes ne vont pas nécessairement embarquer. Donc, c'est toujours d'essayer d'évaluer, bon, si ma matière première me coûte plus cher, de peut-être faire un modèle qui est plus simple pour que ça s'équilibre au niveau du coût des matériaux versus la fabrication. Donc, avec le temps, tu apprends à bien équilibrer ces deux aspects-là. Après, ça n'empêche pas que des fois, je vais me faire des pièces pour moi, pour le fun, puis qu'on utilise pour l'image de la marque, que ça devienne une image forte, une photo forte, mais que tu sais très bien que ça ne va pas nécessairement être la pièce qui va se vendre. Après, il faut continuer à s'amuser, mais il ne faut pas que ta collection soit remplie de tout ça. Donc, oui, aussi l'aspect costing. Je pense que, oui, tu peux faire... Tu sais, il y a comme deux manières de le faire, comme tu as commencé à dire. C'est tu peux vraiment évaluer toutes tes matières premières, ta fabrication, puis ta cost sheet, on va dire, puis dire, OK, le prix de revient, c'est ça, je devrais vendre ma pièce tel prix. Mais tu peux aussi dire, en fait, nous, on fait les deux. On va faire toutes les cost sheets de tous les vêtements, puis ensuite, on va s'asseoir avec l'équipe de vente, de B2B, B2C, même d'atelier, de confection. Tout le monde est là. Puis on s'assoit, puis on regarde, en fait, cette pièce-là, est-ce qu'on trouve que ça vaut ça? Est-ce qu'on trouve que... Est-ce qu'elle est dans le price range qu'on aimerait que cette pièce-là soit? Donc, si oui, cool. Si non, il faut faire quelque chose. Il faut la retravailler d'une autre manière pour pouvoir offrir le prix voulu. Puis si on n'est pas capable, malheureusement, ça devient une pièce en danger, qu'on dit, qui peut se faire éliminer de la collection. Fait que ça, des pièces comme ça, on en garde quelques-unes, comme je disais, mais il ne faut pas que ce soit... 15-20 de ta collection, il faut que ce soit 5 de ta collection. Le but, ça reste que on a notre partie créative, oui, mais on est des entrepreneurs, on veut vivre de notre métier, on veut avoir une équipe, on veut continuer à faire ce qu'on fait. Là, tu es là ce soir. Tu étais là hier à Québec. Tu seras là demain à Sutton, en tout cas, j'espère. Sinon, tout seul, ça va être long. Comment tu arrives dans la croissance de ton entreprise? Comment tu es arrivé à te libérer du temps? Je voudrais peut-être que tu nous parles, là, pour le bénéfice de tout le monde ici, est-ce que tu as des indicateurs clés que tu suis? Comment tu fais pour déléguer puis ne pas être tout le temps prise dans les opérations, puisque ça, c'est un danger qui guette tout le monde, là, toutes les artisanes et les artisans qui sont là, et tous les entrepreneurs, c'est d'être les deux mains prises dans les opérations, de ne pas être capable de lever la tête puis de regarder où est-ce qu'on s'en va, c'est quoi les bonnes opportunités à prendre, qu'est-ce que je devrais faire là, pour qu'il y ait une belle croissance pour mon entreprise? En fait, c'est une bonne question parce que quand j'ai commencé, on va dire les 2-3 premières années de mon entreprise, là, à partir du moment où j'ai eu ma première employée, puis là, je voulais avoir une deuxième employée, etc., je me suis rappelé que l'idée d'être ma propre boss, on va dire, c'était de pouvoir voyager, puis de pouvoir être libre.
Fait que, tu sais, on dit souvent, mettons, toi, c'est ton entreprise, t'es libre. T'es pas si libre que ça. T'as tout le temps ça dans la tête, ça t'habite tout le temps, le soir, le matin, les fins de semaine. Donc, ça, je suis consciente de ça, puis c'est vrai que ça m'habite tout le temps. Mais je voulais quand même être capable d'être libre pour partir physiquement, en tout cas, de mon entreprise. Donc, quand j'ai engagé mes premiers employés, c'était important pour moi que ces personnes-là qui allaient m'entourer allaient être super autonomes. Donc, je les ai vraiment formés à être capables de prendre des décisions, d'être capables de se poser la question, c'est quoi la priorité? Est-ce que c'est ça ou est-ce que c'est ça? Puis même des fois, quand ils viennent me voir puis qu'ils me disent, là, je devrais faire ça ou faire ça, qu'est-ce que tu en penses? Je ne veux pas te dire la réponse. Moi, je la sais, la réponse, mais je veux t'amener à toi savoir c'est quoi la réponse, de c'est quoi la priorité selon toi. La plupart du temps, ils l'ont. C'est juste une question de confiance. De, OK, je m'en vais dans le bon chemin. Bien, fais-toi confiance. Moi, j'ai confiance en toi. Aie confiance en toi. Donc, pour revenir à ta question, de pouvoir être ici ce soir, c'est que j'ai des employés hyper autonomes. J'ai des employés qui sont, comment dire, complets dans leur département, parce qu'il faut dire, j'ai 8 employés qui ont chacun un département chaque. Fait que c'est pas une équipe de marketing, une équipe de finance, c'est une personne en marketing, une personne en finance, une personne en B2B, une personne en B2C. Et chacun de ces postes-là, chaque personne doit être capable de aussi aider les autres. Donc, ils sont autonomes dans leur poste, puis sont capables de s'entraider. Puis s'il y a un feu à éteindre à quelque part, il faut que tout le monde soit capable d'y aller. Donc, l'idée, c'était d'être capable de me libérer, moi, tout le temps. Que je parte en vacances, que je vienne pas parce que je file pas, parce que mon enfant est malade, ou que je décide d'accepter une occasion comme ce soir. Il faut que ça continue à rouler sans moi. Puis c'est toujours dans cette optique-là, dès le début que j'ai monté mon entreprise. D'ailleurs, André riait de moi hier parce que j'ai des procédures sur chacun de mes postes. Donc, ça, c'est la crainte de l'employé, de l'employeur, de l'entrepreneur qui perd un employé. Donc, un employé, quand ça te donne 2 semaines de préavis puis que tout d'un coup, tu te ramasses avec tout le poste de B2B ou de marketing, là, c'est la panique. Moi, je panique. Genre pas pendant 2 semaines. Là, c'est l'offre d'emploi, je cherche un employé. Puis là, quand tu trouves l'employé, ben l'autre est déjà parti pour former la nouvelle. Donc, ce genre de stress-là, ça a été dans mes pires moments d'entrepreneur. Un employé qui s'en va, non seulement tu as de la peine, tu te sens rejeté, puis en plus, tu te ramasses avec toute la job qu'il faut que tu sais pas, en fait, parce que tu sais bien la chapeauter, mais tu sais pas, toi, le faire nécessairement, tu sais. Donc, c'est ça. Il y a des procédures dans chacun de mes postes. Et puis, c'est important aussi que les autres postes connaissent bien le poste de marketing. Par exemple, le poste de marketing, il va y avoir 2 employés qui vont être capables de se partager sa tâche. Si elle part en vacances, ben il y en a une qui va prendre une moitié, puis l'autre va prendre l'autre moitié. Donc, s'il y a un employé qui s'en va, il y a une procédure et il y a 2 autres personnes qui peuvent former la prochaine. Fait que ça a enlevé beaucoup de stress ou à mes insomnies de dire, bon, s'il y a quelqu'un qui pense, je sens qu'elle s'en va, là, je la sens. Bien, non, regarde, Ève, tout va bien aller. On a des procédures, on a quelqu'un qui connaît, 2 autres personnes qui connaissent son poste. Fait que ça me permet de, moi, me libérer puis de partir en vacances. Bon. Tranquille. Ça, moi, je riais hier, là, puis je ris encore aujourd'hui. Je me souviens de cette période-là, c'était après la pandémie, juste après la pandémie, là où tu étais comme effectivement stressé parce qu'il y avait quelqu'un qui voulait partir, puis mon Dieu, il fallait tout reconstruire. Puis quand je suis arrivé, on s'est assis, là, elle m'a sorti un cahier épais comme ça avec tous les processus détaillés, écrits de l'entreprise. Personnellement, moi, en 25 ans d'accompagnement, j'ai jamais vu ça nulle part, même dans des grosses boîtes. Là, j'étais comme, hein? Ben, là, de la peur, il n'y en avait pas. Puis effectivement, ce que tu amènes, c'est la question de la redondance. C'est important là, qu'il y ait quelqu'un. Il faut toujours partir avec l'idée de dire, ben, demain, traverse la rue, se fait frapper, se casse une jambe. On ne veut pas que ça aille plus loin que se casser une jambe. Ben, qu'est-ce qui se passe? Il faut toujours avoir un plan de continuité dans l'entreprise, puis dire, ben, il y a l'autre qui est capable à court terme de reprendre ces tâches-là. Donc ça, tu l'as naturellement super bien organisé, mais je pense que ça venait un peu de ton angoisse là, de rejet, en fait, de la psychanalyse, de départ, de te retrouver sans employé. Quand tu vis ça, moi, ça m'est déjà arrivé, une employée, en fait, qui a dû partir parce que son papa est décédé, elle est rentrée en France, puis subitement, en plein milieu elle était en B2B, puis en plein milieu des livraisons des boutiques au Canada, aux États-Unis, elle s'en va, là.
c'était comme, qu'est-ce qu'on va faire? Comment, on est rendu où là, dans les livraisons? Ça a été la panique totale, là. Fait que ça, c'est un cauchemar pour un entrepreneur, c'est un cauchemar pour un employeur. Tu veux pas ça. Fait que voilà l'histoire. Bon. J'arrive un peu de là, on arrive un peu plus loin là, dans ta vie d'entrepreneur. Tu sais, depuis le début, tu parles beaucoup de « Ah, on apprend, j'ai appris à ». Je voudrais qu'on parle un peu de compétences maintenant. Qu'est-ce que tu as appris? C'était quoi pour toi à travers là, ta croissance puis là où tu es rendu maintenant? C'était quoi les compétences clés que tu as dû développer? Je dois dire là, avant tout que Ève est un rêve de développement des compétences. Elle est curieuse, elle est intéressée partout. Chaque fois que je lui parle de « Ah, il y a tel programme, il y a tel parcours de formation », elle est tout le temps intéressée à. Donc ça, je trouve que c'est une posture là, qui est super intéressante, de rester curieux puis de se dire que on n'est jamais au top, il y a toujours moyen de s'améliorer. Toi, ça a été quoi les compétences clés que tu as acquises pendant ta croissance de gestionnaire puis de présidente maintenant? On peut dire que tu es présidente de ton entreprise, tu as pris de la hauteur. Qu'est-ce que tu as dû développer comme compétences particulières qui ont fait la différence, selon toi? Bien, je veux dire tout. Tu sais, de prendre des formations, c'est clair que ça te soulève. Justement, ça t'enlève de ton entreprise où tu es collé le nez dessus tout le temps. Puis de faire des formations, que ce soit le parcours C3 ou Novaré, ça te permet d'échanger aussi avec d'autres entrepreneurs. Que ça, je trouve que c'est extraordinaire parce que même si ce n'est pas des gens qui sont dans ton domaine, en fait, on vit tous les mêmes enjeux. Tout le monde vit le marketing, tout le monde a besoin de comprendre ses finances, sa comptabilité. Puis, donc, ce genre de parcours-là, non seulement tu as accès à des experts qui sont experts dans leur domaine, qui vont te nourrir de plein d'idées. Tu rencontres ces entrepreneurs-là que vous êtes peut-être, pour la plupart ce soir, c'est le réseautage, c'est super le fun. Puis quand mettons que tu as un problème, souvent dans des parcours comme ça, tu vas arriver avec des problèmes, puis les autres entrepreneurs vont arriver ils doivent arriver avec des solutions ou doivent, eux, exposer aussi à leur tour leurs problèmes, puis là, les autres entrepreneurs doivent essayer de trouver des solutions. Puis c'est intéressant de voir, mettons, un architecte, il te raconte son histoire, puis il te raconte ses problèmes, puis là, des fois, tu peux allumer à ton tour. OK, lui, il vit ça, puis là, les idées qui sont données, je pourrais les apporter à mon entreprise, puis on dirait que je l'aurais jamais vu de cette manière-là si ça n'avait pas été soulevé dans un autre domaine, je pense. Fait que je trouve que toutes ces formations-là, c'est pertinent, puis ça te permet, c'est ça, de prendre du recul de ton entreprise. Puis après, quand tu reviens dedans, on dirait que tu dois... tu dois prendre le temps, parce que ça a été aussi une erreur dans mes débuts, que quand tu fais des formations, là, tu te dis, OK, j'ai pris la journée pour faire ça. Là, le lendemain, t'es submergé de toute la job que tu n'as pas faite depuis 2 jours ou parce que tu as fait des formations. Puis là, tu replonges dans tes affaires, puis tu ne prends pas le temps de te reposer sur tout ce que j'ai appris dans les 2 derniers jours, comment je vais amener ça à mon entreprise. Parce que là, tu te fais nourrir d'informations. Puis à un moment donné, il faut que tu sois capable de t'asseoir puis de dire, OK, toutes les notes que j'ai prises, toutes les idées là, qui m'ont nourri pendant 2 jours, il faut que j'aille le temps de me poser puis de me dire, ces choses-là que j'ai apprises, comment je vais les amener à mon entreprise. Puis ça, je l'ai appris avec le temps. Je me rappelle une fois, une rencontre dans un café avec André. Il m'avait dit, j'aime ça, t'es bonne élève, Ève. J'ai pas toujours été bonne élève, mais en entrepreneuriat, je pense que j'étais bonne élève. J'aimais ça que André me nourrisse avec des idées où, en fait, il me posait des questions pour que moi, je me pose des questions, puis que ça m'amène à des réflexions. Puis quand on se revoyait 2-3 semaines plus tard, on repartait sur quelque chose, mais à chaque fois, je lui revenais sur la dernière rencontre, ça l'a mûri dans ma tête, je suis arrivée avec telle idée, telle solution, qu'est-ce que tu en penses? Puis là, on analysait ce qui avait été fait il y a 3 semaines avant de poursuivre plus loin. Fait que c'est l'idée de prendre du recul quand on est entrepreneur, c'est super important. D'être capable de se donner du temps de réflexion
Parce que sinon, on est dans les opérations, on est dans les go. Faut gérer ce feu-là, faut faire... c'est ça. On est submergé, il y a tout le temps quelque chose à faire. Tout le temps. La to-do list est longue, elle est éternelle. Là, elle est éternelle. Puis tu abordes un super bon point. Là. Je vais faire un point particulier là-dessus. Vous êtes des entrepreneurs, vous êtes des créateurs. Vous apprenez en faisant. Learning by doing en bon français. Là. Puis c'est comme ça qu'un entrepreneur apprend. Donc, on n'est pas dans un cours universitaire où on va écouter quelqu'un qui parle devant puis on va rien en faire. Puis le but de la compétence pour l'entrepreneur aussi, c'est quoi? Ben, c'est de développer une capacité d'agir. De développer une compétence et de ne pas s'en servir, ben, ça ne sert pas à grand-chose. Puis souvent, ce qu'on voit, c'est effectivement... Quelque chose m'a allumé, super, j'ai suivi une journée d'activité, tout, je reviens dans l'entreprise, le quotidien reprend le dessus. C'est pas appliqué, c'est perdu. Donc, on insiste beaucoup sur ce qu'a amené Ève, là, puis tu vois, on n'en avait pas parlé hier, mais tu l'amènes bien. Il y a 2 phases. Il y a l'acquisition de la compétence, il y a après la réflexion sur qu'est-ce qu'on a acquis comme compétence, puis après, il y a la mise en action. Puis s'il n'y a pas de mise en action, ben, les choses ne vont pas changer, puis la situation de votre entreprise ne va pas s'améliorer. Donc ça, c'est fondamental, là, ce temps de réflexion, de prise de recul, de dire ce que j'ai appris, comment je pourrais l'appliquer dans mon entreprise et puis à quel endroit ça va faire une différence et de construire là-dessus. Puis ça, malheureusement, ben, on se laisse trop souvent, puis c'est une question de discipline, on se laisse trop souvent prendre par « Ah ouais, mais là, il y a ma liste de choses à faire, je rentre dans l'entreprise, j'ai pris 6 heures pour aller dans une formation, fait que là, je me sens coupable, donc je fonce bille en tête dans les tâches. » Grosse erreur, parce que là, vous venez de scraper là, toute la journée que vous avez passée hier. Donc, petit conseil, je suis content que Ève l'apporte, puis j'ai une question pour vous au niveau de la compétence. Là. On regarde 10 ans en arrière, même pas 10 ans, on va dire 5 ans en arrière, durée de vie d'une compétence, c'était à peu près de 10 ans. Savez-vous où on est rendu maintenant, durée de vie d'une compétence? 10 mois? 6 mois? Bon, vous étiez à Québec hier? Non? C'est la bonne réponse. Puis il n'y a rien à gagner là. Je ne sais pas, peut-être une part de pizza, mais ça va de plus en plus vite. Ça va de plus en plus vite. Les choses sont vraiment en accélération, puis notamment avec l'intelligence artificielle. Donc, on ne peut pas penser que toutes les compétences que Ève a acquises à travers le temps, c'est fait, c'est canné, je les ai, puis ça marche. Non, on est challengé jour après jour, ça revient, il y a des nouvelles choses à acquérir, il y a des nouvelles postures aussi. Là, on parle beaucoup de compétences du futur, vous en entendez parler. Bien, toute la question de savoir-être, de l'empathie, de tout ce qui est la maîtrise des technologies, être capable d'utiliser l'intelligence artificielle. Puis je sais que c'est très controversé, puis qu'il y a une relation amour-haine là, avec ça, mais il va falloir être capable d'utiliser toutes ces choses-là, puis de développer ses compétences en continu. Donc, c'est quelque chose qui n'est jamais fini. Puis ce que j'aime avec Ève, là, dans toute l'histoire qu'on a eue en commun, c'est qu'elle avait tout le temps cet appétit pour apprendre et puis de ne pas se dire que « Ah ben là, maintenant, je suis arrivé ». Non, on n'est jamais arrivé, puis on apprend, on continue à apprendre en permanence. Fait que ça, c'est super important pour votre développement, de garder cette conscience-là, puis de garder cette curiosité à vouloir savoir plus pour être meilleur, puis pour que vos entreprises en bénéficient. Ève, on est rendu où? Non, on est rendu vraiment sur toute la partie, ben, tu l'as dit, hein, tu as construit, on a parlé de ton équipe interne, on a parlé des compétences que tu as dû développer, puis tu n'as pas répondu à ma question sur c'était quoi les compétences clés, mais je t'en fais grâce, mais on est rendu à t'entourer. Là. Tu sais, je veux dire, comme tu dis, tu es là ce soir, tu es avec nous ce soir, donc il y a toute une notion de délégation et toute une notion de savoir s'entourer. Tu nous as dit comment tu avais construit un peu l'interne, comment tu t'es entouré à travers le temps en fonction de tes besoins, de gens qui pouvaient t'amener un peu plus loin. Bien, oui, mes employés, c'est les gens qui m'entourent au quotidien. Comme je disais tantôt, d'avoir une équipe d'une équipe solide, d'avoir des gens qui veulent, qui croient en ton entreprise, puis qui sont, j'aime dire, dévoués, parce que c'est une belle qualité. Pour un employé, c'est un employeur, des gens dévoués, c'est extraordinaire, du monde qui ont de l'initiative. Donc, oui, avoir une bonne équipe autour de soi. Ensuite, comme je disais, j'ai la chance d'avoir mon père qui est comptable, ma mère qui a été entrepreneur dans le passé. Donc,
Donc, voilà. Après ça, d'avoir aussi des super sous-traitants, des gens qui mentent. Je veux dire, le cercle qui est large, c'est d'avoir des sous-traitants, des agences de vente avec qui tu peux discuter, qui t'aident à améliorer ton produit, qui te donnent les feedbacks avec les boutiques, d'avoir des partenaires. Les boutiques, je regarde mademoiselle là-bas, d'avoir des boutiques aussi, c'est des partenaires. Ça, c'est aussi savoir entourer, qui vont bien présenter ton produit. Ensuite, un coach. Tu sais, ça, André, tu m'as aidé tout au long de mon parcours. Je veux dire, il y a eu des moments où on se voyait moins, mais à chaque fois qu'on se revoyait, on se penchait sur que ce soit la croissance ou que ce soit les RH ou que ce soit en pleine pandémie, avoir le moral complètement à plat, puis savoir quoi faire, d'avoir des gens de confiance en qui ça en qui tu as confiance pour déballer ton sac puis d'être vrai sur ce qui se passe. Tu sais, c'est pas de faire rayonner ton entreprise, c'est de dire telle qu'elle est. C'est quoi les difficultés? C'est quoi les embûches? Qu'est-ce que je peux améliorer? Puis aussi d'être capable de voir où ça va bien. Tu sais, ça va pas juste mal, ça va bien. Où ça va bien, puis de continuer à élever cette partie-là aussi. Puis il y a un point là que tu n'abordes pas, mais qui est super important, là, c'est toute la notion de se connaître aussi, là, de dire je vais m'entourer avec des gens. Puis c'est peut-être au niveau du recrutement, puis au niveau de l'entourage, là, des gens qui vous disent ce que vous voulez entendre. Là. Il y a déjà l'intelligence artificielle là, qui essaie de vous plaire, fait que ça, c'est suffisant. Mais tu as eu l'intelligence aussi de vouloir être challengé. Puis ça, c'est une vraie qualité, de t'entourer de gens là où tu étais un peu moins compétente, où tu te sentais moins compétente, et d'accepter d'être challengé là-dessus. Donc, à la base, c'était de se connaître. Et puis, comme tu dis, là, de faire confiance, mais ça veut dire aussi d'être capable de se mettre en vulnérabilité, d'accepter, de dire, hey, là, je m'en vais à l'exportation, mais j'ai aucune idée, puis je sais pas comment je devrais faire. Puis après, on rentre dans un processus, on se pose des questions, tu réfléchis, tu acquiers un peu la compétence, il y a un plan de match qui s'établit, puis tu avances. Mais au début, c'était de te connaître et puis d'accepter les limites que tu as, parce qu'on peut pas être un expert dans tout, là. De moins en moins. Fait que ça, tu l'as quand même beaucoup amené dans la manière de t'entourer. Puis pour toi, c'est quoi un bon accompagnateur, entre guillemets, là? Comment on distingue une bonne personne pour t'entourer? Tu sais, je parle à l'externe, là, pas dans tes employés, mais une bonne personne pour t'entourer d'une personne un peu moins bonne, ce que tu en as eu dans ta vie, là, puis à un moment donné, tu as dû prendre des décisions de dire, ben non, tu sais, je continue pas avec. Là. C'est quoi là, un conseil que tu pourrais donner pour dire, comment je spot les bonnes personnes? Bien, je pense qu'à prime abord, c'est d'avoir les mêmes valeurs humaines, premièrement. Ensuite, ce serait d'avoir confiance en cette personne-là, puis sa pertinence, que je trouve qu'il y a une pertinence que la personne peut m'amener, peut me questionner, en fait. Pas qu'elle me donne, les réponses, mais plus qu'elle m'amène à trouver les réponses, qu'elle me pose des questions que je ne me pose pas nécessairement, puis c'est ça, qu'elle soulève les bonnes questions, qu'elle m'amène on va dire, dans des réflexions que j'ai pas nécessairement pensées, puis qu'elle m'aide à brainstormer pour le bien de l'entreprise. Puis apprendre à se connaître aussi. C'est sûr que quand tu commences à travailler avec quelqu'un, la personne, il faut qu'elle va apprendre à connaître ton entreprise, puis à bien la cerner, à bien discerner, puis ça devient un work in progress sur la relation, puis sur les conseils que la personne a pu te donner. Puis aussi, je trouve, mettons, quand tu es bien entouré, la personne, si elle n'est pas compétente dans un secteur, qu'elle fasse pas semblant qu'elle a les compétences. Je trouve que ça m'est arrivé quelquefois là, que la personne elle te sort un beau discours, puis t'es comme, non, on dirait pas que tu sais de quoi tu parles exactement. Je trouve que quelqu'un qui va dire, regarde, moi, je peux t'aider sous tel aspect, mais tel autre aspect, c'est pas mes connaissances, je vais te référer à une autre personne, puis tu peux être entouré de plusieurs conseillers, plusieurs coachs. C'est ça. Je pense que c'est ça. Ouais. Puis ça, c'est important. Là. Il y a beaucoup de ressources dans l'écosystème. Tu amènes un point important de dire il faut accepter d'être entouré, mais aussi, à la fin de la journée, là, qui c'est qui prend les décisions?
Là, tu dis dans le micro, c'est moi. Moi. Bon, c'est toi. C'est super important pour vous de dire là, le coach ou le consultant. Puis Ève amenait une notion qui est super importante. Le coach, il va te questionner pour t'amener à trouver la réponse à tes problèmes. Le consultant, il va dire, tasse-toi, je vais régler ton problème et puis je m'en vais. Donc, le but aussi de travailler avec des coachs, là, c'est de vous renforcer, vous. C'est de vous rendre autonome et pas dépendant là, d'une personne là, qui va devoir tout le temps être là. Donc, là-dedans, il y a effectivement la notion de dire, ben, plus on avance, plus il faut avoir une relation de confiance avec le coach. Je vais dire avec la ressource là, qui peut t'entourer, qui peut t'aider. Puis il y en a beaucoup dans l'écosystème des ressources. Fait que moi, ce que j'ai vécu, des fois, c'est du bruit. Là. Ah, j'ai un mentor, j'ai un coach, là, j'ai quelqu'un de PME Montréal, on est à Montréal, là, j'ai quelqu'un de PME, j'ai quelqu'un d'École des entrepreneurs, j'ai quelqu'un de Gosnojo, puis je paye un consultant privé. Puis à la fin de la journée, c'est le dernier qui a parlé, qui a raison. Et là, ça crée beaucoup de confusion dans votre tête, puis ça ne vous aide pas à avancer. Donc, c'est toujours l'idée de dire, ben, oui, il y a des ressources, utilisez-les. Faites comme Ève, là, de dire, ben, regarde, qui doit m'apporter quoi, puis dans quel champ d'expertise je vais l'utiliser. Mais à la fin de la discussion, le coach ou le consultant ou le mentor ou comment vous voulez l'appeler, il va rentrer chez lui puis il va passer une bonne nuit. Celle qui va subir les conséquences des actions qui vont être prises, c'est Ève. Donc, c'est à vous tout le temps que revient la décision de dire, ben, je me prends, puis je prends ça, puis ça, je le prends pas, puis ça, je l'appliquerai, puis ça, je l'appliquerai pas. Et ça, c'est super important parce que c'est pas parce que quelqu'un a l'air plus compétent que vous dans un domaine que vous devez accepter tout ce qu'il vous dit. Non. C'est vous la chef d'entreprise ou le chef d'entreprise. Donc ça, c'est super clair. Et puis, de pas de dire, ben, ah non, mais tu m'avais dit, puis ça n'a pas marché. Non, non, ça ne doit pas arriver. Là. C'est comme c'est vous qui prenez la décision en conscience parce que c'est vous qui allez subir les impacts. Donc ça, c'est super important. On va parler de... On regarde la montre. Hier, on n'avait pas d'horloge. On était là, mon Dieu, on est à 1 heure, 2 heures, 3 heures. Mais là, on est correct. Là. On va parler maintenant de toute ta croissance, là, des compétences que tu as développées, de comment tu t'es entouré, de comment tu as structuré ta croissance. Tu sais, on se dit au début, on disait, mon Dieu, 24 ans, comment on reste 24 ans et où on va à partir de 24 ans. Là. Fait que je voudrais parler avec toi d'un peu de ce qui s'en vient pour Ève Gravel Design. Et dans Ève Gravel Design, qu'est-ce qui s'en vient pour Ève Gravel? Là, de toi, comment tu te vois dans l'entreprise là, dans les 10 prochaines années? Encore une question à tiroir. Oui, voilà. En fait, où je vois mon entreprise dans les 10 prochaines années, si on parle... en fait, je la vois en croissance. Ça, c'est clair. Je la vois en croissance. Je vois la croissance au Canada, aux États-Unis notamment. Peut-être en Europe. C'est un rêve, on verra. Mais c'est sûr que la croissance, c'est quelque chose que j'aimerais poursuivre. Les ventes en ligne aussi, c'est comme un super beau moyen. S'il y en a qui ne sont pas en ligne, il faut être en ligne. Je trouve que ça donne une belle liberté, même en création, parce que des fois, justement, un produit que je disais tantôt, il y a des produits qui te font plaisir à toi en tant que créateur, qui sont peut-être plus difficiles à vendre dans des points de vente parce que tu as une personne entre toi et le client. En ligne, ça te permet de faire peut-être des capsules ou des trucs qui sont plus... c'est ça, qui te ressemblent plus ou qui sont plus personnels ou des fois de juste lancer un style en plein milieu d'une saison qui... Tu sais, quand tu as un acheteur qui va acheter tes collections, ben une fois que la saison est faite, on dirait que là, c'est comme si que ta création, il fallait qu'elle attende le prochain tour, la prochaine collection. Ça aussi, je trouve qu'en ligne, ça te permet d'avoir cette liberté-là. Ensuite, c'est un peu plus payant, hein? On va se le dire. Donc, la croissance, voilà, mettons cet aspect-là. Sinon, l'éco-responsabilité aussi, de continuer à avoir des matières plus écologiques, parce qu'on s'entend que le métier de designer, de travailler dans le textile, c'est pas l'affaire la plus éco-responsable. C'est pour ça qu'on essaye de le faire le plus possible. En étant une petite entreprise, on n'est pas dans la grosse masse, mais ça reste qu'on a une empreinte écologique, puis ça, c'est quelque chose que je veux poursuivre. Entre autres, j'en ai pas parlé tantôt, mais on a aussi parti une ligne Home depuis 3 ans qui nous aide, dans le fond, à prendre nos retrailles ou le reste de nos tissus pour créer cette ligne-là. C'est une manière de réutiliser plutôt que de garder tous les tissus
sur les étagères qui prennent la poussière ou qui vont finir à la poubelle. Évidemment, c'est pas ça qu'on fait. On les met pas à la poubelle, sinon on les donne ou on les vend aussi à des détaillants qui, des fois, vont racheter des lots de nos tissus. Et puis, quoi d'autre? De garder un équilibre entre la création, l'entrepreneuriat et la vie personnelle. Ça aussi, c'est comme un aspect important d'être capable de se donner du temps à soi, du temps à sa famille, d'être capable de trouver l'équilibre entre tout ça. Je ne suis pas médecin, je ne sauve pas des vies. Il n'y a personne qui va mourir si je ne vais pas travailler le vendredi. Donc, depuis 1 an, je ne travaille plus le vendredi. Férié, donc, ah, c'est férié. C'est férié, donc je ne travaillerai pas. Là. Donc, de se permettre aussi, c'est ça, cet équilibre-là. Quoi d'autre? Ben, je voudrais te ramener, je te reposerai des questions après pour creuser là, sur la vision, mais je voudrais te ramener à quelque chose que tu as dit, je pense qu'il pourrait être très bénéfique là, pour le public ce soir. Toute la notion de travail sur ta gamme, la notion de croiser, puis d'analyser et de regarder tout ce qui est ta gamme de produits, tes coûts, l'évolution de tes coûts, les canaux par lesquels tu distribues, puis de le prendre en conscience, puis de faire des bons choix. Il y a des produits qui ont une marge de profit qui ne peuvent pas nécessairement supporter une vente en distribution. Il y a des produits qui sont stratégiques, il y a des produits qui sont plus payants que d'autres, il y a des produits qui sont des produits d'appel qui vous permettent de rentrer d'autres produits. Fait qu'il y a vraiment comme un travail stratégique de ta gamme de produits, de où tu les distribues, comment tu les distribues et comment ils contribuent au profit de l'entreprise, entre guillemets, là-dedans. Est-ce que tu pourrais un peu élaborer, puis sinon je le fais, là, mais c'est mieux toi, élaborer un peu là-dessus, là, sur comment tu gères ça, de dire tel produit, je vais l'utiliser dans tel contexte, le vendre sur tel marché, pas sur tel autre, peut-être des versions modifiées, simplifiées, tout ce travail un peu de ta gamme de produits et des réseaux de distribution. Bien, c'est sûr que on a toujours, tu sais, quand on refait des collections, de collection en collection, on essaie toujours d'être créatif, d'apporter des nouveaux modèles. Mais après, c'est important aussi d'avoir, on va dire, un core dans tes collections que tu peux réutiliser les patrons de saison en saison, même si tu changes des détails, même si tu travailles avec d'autres matières, ben justement pour avoir le côté rentabilité de la pièce. Puis après, quand c'est des styles qui marchent bien, pourquoi les jeter à la poubelle alors qu'ils fonctionnent bien? Donc, dans une collection, ben, dans ma collection, j'essaie tout le temps d'avoir un genre de ratio de nouveautés versus des pièces qu'on va ramener, des silhouettes qu'on va ramener. J'amène pas tant... Il va y avoir aussi une partie qu'on va ramener telle quelle, mais bon, dans d'autres matières ou dans d'autres coloris... mais on essaie quand même de sectionner la collection pour que ce ne soit pas non plus juste des nouveautés, parce que juste des nouveautés, ça fait beaucoup de développement, le développement de patrons, d'essayage. Ceux qui sont dans le textile, dans le vêtement, vous savez à quel point c'est long de développer un modèle. On peut l'essayer, le recommencer, le refaire. Je sais qu'il y en a qui utilisent Clos. Moi, je ne suis pas encore rendue là. C'est peut-être plus rapide, mais c'est ça. Donc... c'est quoi donc la question? C'était quoi la question qu'on avait posée? Mais toi, comment t'en joues? Est-ce que t'en joues de manière stratégique? Par exemple, je te donne un exemple là, pour les artisanes et les artisans qui voudraient développer un marché spécifique, de dire, il y a tel produit que je vais envoyer dans telle boutique, mais pas dans telle autre, pour avoir un peu des exclusivités, pour faire sentir spéciaux là, tes détaillants. Est-ce que tu joues avec ça? Puis puis j'ai dit tout à l'heure que tu avais tous tes processus écrits. Donc, tu as une vision très claire de c'est quoi là, tes cost sheets, puis combien te rapporte chaque morceau, puis de regarder un peu pousser de manière stratégique certains morceaux plutôt que d'autres parce que tu sais quelle est la contribution qu'elle va avoir. Ben, je décide pas nécessairement quel produit je vais envoyer dans telle boutique parce que les boutiques, c'est elles qui choisissent les vêtements, les collections qu'elles voient pour leurs clientes. Ouais. Mais c'est sûr que tu vas mettre de l'avant des styles ou des pièces que, par exemple, si j'ai développé un tissu ou un imprimé ou des couleurs en particulier pour la collection, qui je sais que j'ai des minimums d'achat, c'est sûr que je vais les mettre plus de l'avant pour que la cliente elle les commande plutôt que ceux qui n'ont pas de minimum d'achat. Ça, c'est sûr que je vais faire ça, mais en même temps, j'y crois, là. J'y crois à mon produit. Je crois à cette pièce-là, je crois à cette couleur-là, puis je la mets de l'avant parce que je vais atteindre mes minimums, mais parce que je l'aime aussi. Donc, oui, tu peux avoir ce genre d'aspect-là. Puis c'est sûr qu'en étant sur le marché du Canada puis des États-Unis, la cliente
américaine de l'Ouest va pas nécessairement acheter de la même manière que l'américaine de l'Est. Mais tu sais, on dirait qu'à chaque fois, tu te fais une vision de « OK, je pense qu'elle, elle va aimer ça. Je pense que telle cliente va aimer ça. Ou tel territoire va préférer cette capsule-là. » C'est sûr que tu essaies de le prévoir. Après, des fois, c'est surprenant que c'est pas ce que tu pensais. Fait que oui, tu le fais avec une stratégie, mais c'est pas tout le temps comme ça que ça se passe. Je voudrais je surveille la montre, là, on est toujours correct, fait que ça va. Je voudrais revenir un peu sur le début. Le début, tu as dit, je suis parti, j'étais comme une lionne, là, puis je fonçais dans le mur, mais sans vouloir foncer dans le mur, avec pas nécessairement une vision, comme des ambitions, comme une envie de devenir designer, puis de ne pas faire pour les autres, de le faire pour toi. Est-ce que maintenant, là, à l'orée, tes 24 ans, puis dans le regardant le futur, est-ce que tu as une vision qui s'est construite? Est-ce que tu as une vision plus claire? Puis surtout, plus important, là, est-ce que ta vision est partagée avec ton équipe? Est-ce qu'ils comprennent où tu veux aller, puis ils sont alignés avec toi là-dedans? Oui, je pense que oui. J'essaie de communiquer beaucoup avec... le fait qu'on est une petite équipe aussi, je veux dire, ça reste des bureaux ouverts. Si je parle avec une, l'autre va entendre, puis là, elle va venir se mélanger à notre discussion. Je pense que c'est clair, comme je disais un peu, ma vision de ce que je voudrais pour la croissance des 10 ans. Après, tout est décortiqué de comment on veut s'y rendre, qu'est-ce qu'on va faire, par exemple... c'est vrai que dans on va dire les 2 dernières années, cette année, l'année passée, c'était des années plus difficiles. En tant qu'entrepreneur, je ne sais pas pour vous, mais c'est des années qui sont plus difficiles avec la situation géopolitique aussi. Donc, c'est sûr qu'on essaie de se trouver des stratégies pour garder, on va dire, la tête hors de l'eau, puis de gagner en croissance. Je me retrouve un petit peu aujourd'hui à retourner à des opérations, des tâches dans lesquelles j'avais pu à le faire. Par exemple, on a une agence aux États-Unis, on a une agence au Canada, puis la dernière saison, je me suis retrouvée à aller, moi, vendre au salon aux États-Unis avec mon agente, pour la soutenir, pour rencontrer les clients, pour essayer de faire une différence dans bien enligner la boutique sur ses achats. Bien la comprendre, bien la connaître. Donc, ça, c'était quelque chose, par exemple, que je ne faisais plus depuis longtemps, de rencontrer les boutiques puis de faire du B2B. Puis j'ai décidé de le faire pour me remettre un petit peu dans l'énergie de voir ce qui se passe ailleurs, de voir ce qui se passe dans ce créneau-là du B2B. Fait que je pense que des fois, même quand on prend l'élévation, on se dit, OK, on est chef d'orchestre, nos musiciens sont bons, sont bonnes, tout, ça va bien. Je pense des fois, c'est important de retourner dans les opérations puis voir comment ça se passe, comment on peut améliorer, puis s'il faut le faire plusieurs fois, y revenir. Moi, comme c'est ça ce que je disais, les salons, je vais être obligée d'y retourner une couple de fois parce que je veux continuer à rencontrer mes clientes, je veux continuer à développer, puis je pense que ça l'aide tout le temps. Ta vision que tu ramènes après en atelier à ton entreprise, je pense qu'elle a une autre tournure, puis tu peux mieux comprendre, mettons, les difficultés ou comment les améliorer. On va faire un peu de pessimisme, là. On aide, c'est à citer la situation géopolitique. Là, on est dans ce qu'on appelle une polycrise, là, avec l'intelligence artificielle qui révolutionne vraiment les métiers, qui change complètement tout, avec la crise environnementale et la crise géopolitique. Du haut de tes 24 années d'expérience, là, ce serait quoi le conseil dans un environnement extrêmement changeant et stressant que tu pourrais donner aux artisanes et artisans qui sont dans cette salle avec toute ta sagesse? Du haut de tes 24 ans. Comment on passe à travers? Tenez bon! C'était pas un script, c'était pas prévu que j'y pose la question. C'est le fun. Je veux dire, tu sais, c'est pas nécessairement avec la situation actuelle. Je vais pas nécessairement le tourner avec la situation actuelle parce que demain sera peut-être des plus beaux jours. Mais tu sais, je pense plutôt qu'en tant qu'entrepreneur, la passion, la persévérance, c'est la clé de ton entreprise. Puis
Puis, quoi dire d'autre? C'est ça, de ne pas avoir peur de ne pas savoir, de ne pas avoir peur d'aller cogner à des portes pour avoir de l'aide, pour mieux gérer une situation, pour avoir une meilleure vision sur une difficulté. Puis, c'est ça, je dirais Non, mais de ne pas lâcher, parce que oui, des fois, tu as le goût de lâcher, puis de sacrer tout ça là, c'est sûr. Il y a des périodes où c'est difficile. La pandémie a été une période difficile. Puis je pense qu'en 24 ans, j'ai eu des hauts et des bas. J'ai eu plus de hauts que de bas. Heureusement pour moi. Mais des fois, puis on a le droit de pleurer. T'sais, on a le droit d'avoir des jours où ça va vraiment mal. Puis cette journée-là, là, moi, je l'accueille. Pour vrai, je l'accueille, ça va mal. Qu'est-ce qui va mal? On va le cerner. Puis j'ai le droit de le pleurer. Puis le lendemain, là, je me retrousse les manches, puis je me dis, OK, non, c'est pas vrai, là, je mets pas la clé dans la porte, c'est pas ça qu'on fait, on va faire ça, ça, ça. Puis là, on trouve des stratégies, puis là, c'est là où je m'entoure, c'est là. Puis c'est là où je deviens super puissante, en fait. C'est une fois là, que j'ai bien pleuré, je me suis bien apitoyée sur mon sort. Après ça, je me relève, puis je me crains, puis je me dis non, je suis capable, on est capable, on a passé à travers d'autres choses, puis de plus difficiles, puis on va réussir. Ouais, je te dirais que c'est ça. Good, c'est super. Belle impro. Je t'en réserve une autre pour demain soir. Tu sais, il y avait un point de tension au début là, de la discussion là, dans ce qu'a mis sur pied Quartier Artisan, là, sur la notion d'artisan, entrepreneur, les deux à la fois, comme c'était une dualité qui était un peu inconciliable. Toi, aujourd'hui, tu te sens artisane et entrepreneur? Oui, mais je dirais entrepreneur et artisane. Entrepreneur et artisane. Oui, peut-être. Okay. Mais oui, puis je pense que ça peut bien conjuguer ensemble. C'est juste de trouver son équilibre. Ouais. Puis c'est vraiment ça. Si on l'a vu, on en a discuté hier. Là, c'est des métiers qui sont pas si différents les uns des autres. Là, puis je voulais peut-être qu'on close la discussion avec une citation. Puis ne me volez pas le livre là, mais on va vous donner les choses. Hier, je le surveillais parce que tout le monde le prenait. Je disais, c'est quoi? Ça a l'air intéressant. C'est un livre qui a été écrit par Louis-Jacques Filion, qui était directeur de la chaire d'entrepreneuriat à HEC, là, qui est un serial writer. Je pense qu'il a 35-36 livres. Puis il a écrit un livre qui s'appelle « Artiste, créateur et entrepreneur », basé sur beaucoup d'études de cas où il a fait des rapprochements entre ce que vit un artiste, ce que vit un créateur, puis ce que vit un entrepreneur. Puis finalement, on s'aperçoit que c'est des métiers, entre guillemets, qui ne sont pas si différents. Puis là, je vais essayer de me relire parce que, regardez, j'écris extrêmement mal. Puis hier, ça m'a tout pris pour voir ce que j'écrivais. Mais je voulais vous finir un peu la première partie de la discussion avec ça. Là. Lui, il rapproche les deux, là, être un créateur et un entrepreneur, en disant entreprendre comme créer une œuvre, c'est imaginer un futur possible, le porter par une vision personnelle et le faire advenir dans le monde réel. Je trouvais que c'était très beau, puis que ça rejoignait bien tout ce qu'on a dit. Là, c'est comme une dynamique qui se forge et puis qui concourt à un même résultat, là, le succès que vous pouvez avoir en affaires. Ève, merci beaucoup pour le partage. Merci à toi. Merci pour votre écoute et puis on reste disponible pour répondre à vos questions à partir de maintenant. Un très grand merci. C'était de beaux applaudissements nourris et bien mérités. Mais c'est pas terminé. Bon, on vous libère pas tout de suite. On va prendre une belle demi-heure de questions. On va être efficace. On va y aller à 2 micros. Oh, mon Dieu, c'est parfait. On n'attendra pas. Donc, faites-moi des petits signes du coin de l'œil. Je vais aller vous porter des micros, puis on va se promener comme ça. D'abord, merci. C'est vraiment, vraiment hyper nourrissant. Oui. Question de volet. À partir de quand, Ève, tu t'es entourée d'une équipe pour... tantôt, tu disais que tu as une agence. À partir de quand? Puis, est-ce qu'il y a une banque d'agences qui existe? Parce que ça semble quelque chose qui est difficile à trouver. Effectivement. En fait, pour répondre à la première question, à partir de quand j'ai délégué la partie agence, donc qui me représente au niveau des ventes,
quand même assez tôt. J'ai moi-même fait les ventes, comme je disais au départ, là, pour bien comprendre, premièrement parce que j'avais pas le choix, mais aussi pour comprendre comment ça fonctionnait, puis comment présenter ma collection devant une cliente. Donc, je l'ai fait peut-être pendant 2-3 ans. Ensuite, j'ai rencontré mon agence qui s'appelle Agence K, qui représente plein de designers ici à Montréal. Et au Canada, en fait. Et puis, c'est elle qui représente maintenant ma collection, qui la présente aux boutiques, qui fait le Canada au complet, puis qui va prendre les commandes, qui va après nous les envoyer pour que nous, on passe en production. D'ailleurs, je me rends compte qu'on n'a pas parlé de production, vraiment. En tout cas, si vous avez des questions, allez-y, ça va peut-être nous ouvrir sur ça. Mais bref... est-ce qu'il y a une banque d'agents? Je la connais pas. Je la connais pas, cette banque d'agences-là. Je pense que c'est vraiment de... Non, je la connais pas. C'est difficile, c'est très difficile à trouver. Pour vrai, là, tu sais, j'ai eu de la chance au Canada de travailler avec je travaille avec la même agence depuis 20 ans. Mais aux États-Unis, je suis passée à travers plusieurs agences. Puis c'est pas facile de trouver chaussures à son pied. Surtout, tu sais, aux États-Unis, c'est un marché qui est très frivole, qui est pas aussi fidèle que le marché canadien. Ça fait bien pendant 2-3 ans, puis après ça, tu sais pas, tu comprends pas qu'est-ce qui se passe, mais d'un coup, ça marche plus. C'est pas facile, je l'accorde. Si je peux me permettre de compléter, il y a pas de banque en tant que telle, mais il y a des services là, du gouvernement du Québec et du gouvernement du Canada. Là, quand vous allez un peu à l'extérieur, comme dit Ève, il y a des délégués, ce qu'on appelle des délégués commerciaux, puis eux, ils peuvent connaître des agents, puis vous présenter. Mais je reviens sur ce que dit Ève, c'est essentiel de faire les ventes au début pour comprendre c'est qui le client, comprendre ce que veulent les détaillants, puis après ça, être capable de trouver le bon agent qui dessert les types de boutiques, les types de détaillants que vous voulez développer. Et après ça, d'être capable de les driver, entre guillemets, en bon français, parce que lui, il est là pour faire du chiffre, là, l'agent. Là. Fait qu'il faut que vous l'encadriez, il faut que vous lui donniez des objectifs, il faut que vous lui disiez, va là, n'est pas là, développe plus ça et un peu moins ça, là, laissez-le pas lousse. Donc là, vous... Laissez pas lousse. Non, ben c'est ça. C'est vrai, non, mais il a raison, c'est vrai que c'est ça. On est dans une notion de, qu'est-ce que je veux, là, à quoi il me sert, il me prend 15%. Fait que pourquoi je paye 15%? Il faut toujours se le rappeler. Là. Il fait un travail que vous n'êtes pas capable de faire. Puis à un moment donné, il fait du développement de marché. À un moment donné, peut-être que moins le marché est fractionné, moins vous avez besoin d'un agent, plus vous allez pouvoir récupérer la relation en direct éventuellement. Puis c'est pas dans tous les cas, mais c'est de se dire aussi, l'agent n'est pas le... Puis moi, je l'ai eu beaucoup là, en coaching, est-ce que tu connais avec des entreprises de mode, là? C'était comme, est-ce que tu connais un agent? C'est la première question qu'ils me posaient. J'étais comme, oui, mais non, c'est pas le moment pour toi, là. Il faut que tu comprennes que tu ailles faire les ventes parce que le détaillant, il veut connaître toi, ton univers, pourquoi tu es différent, puis pourquoi je devrais t'acheter. Puis ça, c'est vous qui pouvez le donner. Une fois que ça s'est établi, là, après, on peut passer le développement à quelqu'un d'autre. Mais au début, là, il faut que ce soit vous, là. C'est incontournable. Puis de le donner à quelqu'un, c'est pas un service que vous vous rendez à terme parce qu'il n'a pas la passion puis la connaissance de votre produit, là, comme vous pouvez l'avoir. Oui. Bonjour. Vous m'entendez? Je ne parle pas souvent dans des micros. Moi non plus. Premièrement, je voulais juste dire merci. Puis honnêtement, 24 ans, c'est comme wow, là. Quelle longévité, c'est exceptionnel. En tant qu'entrepreneur et artisan aussi. Ma question, c'était à quel moment tu sais que là, tu es dû pour engager quelqu'un? Je pense qu'à partir du moment où tu es submergé puis tu n'arrives plus à faire tes choses, puis ça te décourage. Moi, il y a eu un moment donné, j'étais découragée, il y avait tellement d'affaires, puis j'avais l'impression de mal faire chaque chose. Je pense qu'à un moment donné, c'est de cerner, ça va être qui ta première employée, dans quelle catégorie dans quel chantier tu vas engager cette personne-là. Pour moi, ça a été en production, en atelier. Puis après, c'est sûr que c'est monétairement. Il faut quand même que tu fasses tes calculs. Tu ne peux pas juste engager quelqu'un parce que tu as envie d'engager quelqu'un. Il faut que tu puisses la payer, cette personne-là. Est-ce que tu peux aller chercher de l'aide financièrement pour engager ton premier employé? Je sais pas, à l'époque, il y avait de l'aide
du soutien. De moins en moins. Ouais, je oui, sais. ouais. Bien, probable, j'imagine. Mais à partir du moment où tu es capable, moi, à partir du moment où moi, j'avais ma petite paye, là, puis que j'avais un petit surplus, ça a été la première chose que j'ai faite. Ouais, d'aller chercher de l'aide. Puis si je peux compléter, je te redonne la parole après, là, je peux compléter, il y a toute la notion là-dedans de, oui, embaucher, mais pas pour licencier 6 mois plus tard. Donc, il y a toute une notion de dire, on est dans la croissance, on parlait tout à l'heure de capacité d'agir. Donc, toi, c'est quoi l'effet de levier que va te donner la personne? Puis ce que dit Ève est vrai, là, tu sais, où est-ce que toi, tu peux te faire dégager du temps, puis ce temps-là, qu'est-ce que tu vas en faire? Et ce temps-là, il doit générer une valeur pour ton entreprise parce qu'il va falloir que tu payes l'argent que tu donnes à la personne, il va falloir que tu le génères en vente supplémentaire. Donc, c'est vraiment, il y a, oui, toute la question de ça se calcule, puis tout ça, puis on fait des beaux scénarios, mais il y a la question de dire, est-ce que j'ai confiance que moi, je vais être capable de générer des ventes supplémentaires avec le temps que je vais me dégager? Ça, c'est très en lien avec la valeur ajoutée que vous avez pour l'organisation, puis la tendance un peu des ventes. Quand on a des ventes cycliques, là, puis que c'est comme up and down tout le temps, ben là, c'est peut-être pas encore le moment d'embaucher parce que justement, ben, peut-être pendant 2 mois, ben, tu vas retomber puis tu vas être obligé de laisser aller ton employé. Donc, on parle de croissance, de générer de la récurrence de vente pour atteindre comme un niveau de vente minimum régulier dans lequel ton scénario financier te dit que je suis capable de payer cette personne-là. Puis quand tu commences à voir ça, ce modèle-là, à dire tous les mois, je fais X de ventes, puis je suis capable de payer un peu toutes mes choses, puis de rentrer un salaire là-dedans, là, tu peux commencer à dire, oui, je vais pouvoir embaucher, mais en comptant sur un effet de levier, là, en comptant que la personne va te permettre de faire un bond. C'est pas comme l'entreprise va faire ça, mais l'entreprise va faire ça d'un coup parce que tu as une employée ou un employé supplémentaire. Et de peut-être aussi engager quelqu'un qui est multitâche, qui est capable de faire plusieurs choses. Ouais. Deuxième question, sous-question. Donc, ta première employée, c'était en prod? Bien, en prod, c'était en atelier. C'était pas juste en prod. Là, elle faisait de la couture, du patron, un petit peu de production. La production, on l'a vite donné en sous-traitance, mais qui gérait la production, parce que là, tu l'envoies en sous-traitance, mais il faut la gérer, cette production-là, commande des tissus, des matières premières, pour après ça, c'est ça, gérer toute l'équipe de sous-traitants. Fait que c'était comme quelqu'un qui était capable de faire plusieurs choses, qui aimait vraiment le côté multitâche. C'est aussi ce qui est chouette dans une petite entreprise. Les employés que j'ai, ils travaillent avec nous, pas nécessairement pour les salaires ou... en fait, pas pour les salaires. Ils travaillent avec nous parce qu'ils sont des passionnés quand même. Ouais, c'est ça, comment ils devraient payer. C'est vraiment parce qu'ils aiment le fait de travailler dans une petite entreprise et de toucher à plein de choses. Oui, elles ont leurs tâches, puis elles sont propres, mais elles touchent à plein d'autres affaires. Puis je pense que c'est ça aussi qui est intéressant de travailler dans une petite entreprise. Donc, quand tu choisis une employée, c'est pas quelqu'un qui veut juste faire du marketing ou juste faire de la couture. Non, il faut qu'elle soit capable de faire d'autres choses puis de t'aider vraiment puis de te libérer pour que tu ailles faire des ventes, pour que tu trouves... quelqu'un qui va faire tes ventes ou en tout cas que tu aies une valeur ajoutée, comme André disait. OK. Bien, merci. Ouais. Salut Ève, moi Bonjour. c'est Mathieu. Salut Mathieu. Je me demandais comment tu avais vu évoluer la mode au Québec puis à Montréal, puis comment tu la vois évoluer un peu encore dans les prochaines années, puis aussi surtout la production ici au Québec puis à Montréal. C'est une grande question, Mathieu. Comment va évoluer la mode? OK, au niveau tendance, on n'en parlera pas vraiment parce que, je veux dire, c'est à l'infini, ça change, ça change en un coup d'œil. Mais comment ça va évoluer avec la production, tout ça? C'est sûr qu'on le sait que le côté main-d'œuvre, il n'est pas en évolution tant que ça. Hein? On va se le dire. Mes coupeurs ont 70 ans et plus, puis je ne vois pas la relève. C'est un réel problème. Puis des couturières, il n'y a pas beaucoup de gens qui décident d'être couturières en 2026. Fait que c'est sûr que c'est difficile à imaginer ça va être quoi l'avenir. Quand je vois des jeunes dans ce domaine-là, je me dis tout le temps, à quoi ça va ressembler dans 15-20 ans, disons. C'est dur à dire. J'ose espérer qu'il va y en avoir une relève.
Mais en ce qui me concerne, c'est sûr que c'est pas quelque chose qui m'intéresse, moi, d'aller produire à l'étranger. C'est quelque chose que j'ai déjà réfléchi, mais c'est pas quelque chose qui m'intéresse. Il y a une partie de notre production, les tricots, entre autres, qui sont produits au Pérou. C'est la seule catégorie parce qu'on n'a pas vraiment le savoir-faire ici au Québec, mais c'est vraiment c'est le seul compromis que je suis prête à faire. Donc, peut-être que je vais avoir pris ma retraite d'ici là, je sais pas. Je suis pas en train de partir, j'ai juste mal aux fesses là, de rester assis. Hein, c'est pour ça que je suis debout. Là. Mais pour vrai, gênez-vous pas les questions de les poser. Il n'y a pas de mauvaises questions. Je trouve que c'est comme finalement la partie la plus intéressante, les questions. Étant donné que ta marque a 24 ans, est-ce que la clientèle est toujours restée la même, un target sur un âge, ou est-ce qu'elle a grandi avec toi? Comment tu fais, en fait, pour conjuguer le fait que tu veux plaire à tes clientes fidèles, mais tu veux sûrement aussi renouveler la clientèle au niveau de la création? Comment tu fais? C'est une super bonne question. En fait, je dis souvent que ma clientèle vieillit avec moi. Ça, c'est une chose certaine. Ensuite, j'ai toujours du plaisir à voir une jeune cliente, mettons, qui va venir avec sa mère. Puis que les deux vont acheter, puis que les deux vont se plaire, puis que les deux vont peut-être même porter la même pièce, mais vont la styliser différemment. Fait que je pense qu'en grandissant, en évoluant dans mes collections, j'essaie d'être assez intemporelle pour que les collections perdurent dans le temps, puis que moi, j'ai envie de les porter. J'ai plein de pièces qui ont 10 ans, 12 ans, 15 ans, que je porte encore, que je vais les porter différemment que je les portais à l'époque. Mais je te dirais que c'est un peu mon mot d'ordre de dire... c'est qui va porter ça, puis comment elle va le porter, puis quel ange va le porter. Moi, ma réponse, c'est je veux que tout le monde puisse le porter. Donc, j'essaie de... Puis je pense que c'est beaucoup au niveau du styliste que ça va se jouer. La pièce en tant que telle, elle peut être stylisée différemment pour un différent groupe d'anges, puis ça va fonctionner. Après, bon, tu sais, je veux dire, je veux pas me dénaturer parce que je veux plaire à une clientèle plus jeune, par exemple. Je vais essayer de, je respecte mettons mon saut, ce que j'aime dessiner. Ouais. Hello. Salut Marielle. Merci pour cette belle conférence, c'est vraiment inspirant. J'avais une question par rapport à tes fameuses procédures, puis je ne vais pas te faire révéler des secrets que tu ne veux pas révéler, mais j'étais quand même curieuse. Je trouve que c'est une super belle stratégie d'avoir toujours comme 2 personnes qui sont prêtes à prendre en charge si jamais il y a quelqu'un qui part, puis c'est vrai qu'il y a comme un gros roulement dans l'industrie, puis ça peut être hyper générateur d'anxiété, fait que je comprends tout à fait. Mais comment est-ce que tu t'assures que ces personnes-là sont capables de le prendre en charge? Parce que, tu sais, dans ma tête, s'il y a 2 personnes qui se splitent le travail à temps plein d'une personne, c'est quand même leur demi-journée qui est prise avec un autre travail. Est-ce que c'est des gens qui ont comme moins... qui ont moins sur leur tâche, ou comme, tu sais, après ça, dans ta procédure, c'est aussi comme d'essayer d'étaler ou d'avoir un pourcentage de telle tâche, un pourcentage de l'autre. J'étais comme un peu curieuse de comment tu gérais ça. OK. Bien, en fait, les procédures, c'est chaque poste, on va dire, par exemple, je sais pas moi, le B2B. Tu sais, le poste en tant que tel, il est vraiment détaillé par section, sous-section, puis comment on le fait. Fait qu'il est vraiment détaillé que, Marie-Ève, tu viendrais chez nous, puis je te dirais, tu vas faire le poste de B2B, puis je te donnerais la procédure, puis tu saurais comment le faire, puis tu serais capable de la faire. Ça, c'est la première chose. Il faut que, je leur dis tout le temps, genre, moi, je suis un dinosaure, je sais pas comment ça marche, là, puis je veux être capable de prendre la procédure, puis d'être capable de la faire. Puis la procédure, il faut la maintenir parce que des fois, elle évolue. Il y a des tâches qui vont changer ou il y a une manière de faire qui va changer. Fait que régulièrement, je donne des moments à mes employés où, OK, genre à la fin du mois d'avril, là, je veux que toutes les procédures soient mises à jour. Puis, je vais demander à une autre employée
Par exemple, si la tâche de B2B, si la personne elle s'en va en vacances, parce que c'est toujours temporaire. Quand deux personnes s'occupent de la tâche de celle qui s'en va en vacances, c'est temporaire. Elle s'en va 2 semaines. On va splitter sa tâche entre 2 personnes. Et puis, donc, ces 2 personnes-là qui sont attitrées à la tâche de B2B, je vais leur demander de lire et essayer les procédures si elles fonctionnent. Parce que de l'écrire, la procédure, et de la faire quand tu la connais pas, c'est vraiment différent. Puis ça, ça m'est déjà arrivé, je veux dire, ultérieurement, quand on a une personne qui est partie, que la procédure, elle marchait pas parce que la fille, elle a gardé des informations dans sa tête, puis que, oups, elle a pas dit qu'il fallait appuyer sur tel bouton après, là. Non, c'est écrit, appuyer sur tel bouton, tu sais. Donc, ça m'a vraiment, tu sais, je pense qu'on se comprend, là, quand il y a une employée qui quitte puis que tu as 2 semaines de préavis, c'est difficile de se retourner dedans quand tu es occupé puis que tout le monde est occupé. Fait que moi, ça m'a vraiment allégée dans mon anxiété, vraiment. C'était comme un problème. Ça, c'était une des sources... on va dire, d'avoir envie de tout sacrer ça, là. Vraiment, quand ça arrive, un employé s'en va, là, c'est genre, non, tu sais. Fait que là, maintenant, ça, c'est moi accompagnée de ce sentiment-là. C'est plus comme, OK, c'est plate, ça me fait de la peine, ou pas. Mais souvent, ça me fait de la peine. Mais regarde, on va être capable de s'en sortir. Puis tout de suite, le lendemain, je suis dans la stratégie de, OK, bon, ben toi puis toi, ça va être toi qui vas s'en occuper pendant tant de temps. Puis, c'est sûr que tu souhaites toujours de trouver la remplaçante puis qu'elle va pouvoir se faire entraîner. Puis ça, je le demande tout le temps à mes employés quand elles vont quitter, quand elles savent qu'elles sont prêtes à une autre aventure, d'essayer de me le dire d'avance, puis on peut se timer sur le moment où elle va quitter et le moment où je vais engager une personne puis qu'elle va pouvoir l'entraîner puis qu'on essaie de faire ça le plus smooth possible pour moi, pour elle, pour le reste de l'équipe, parce que c'est sûr que le reste de l'équipe en écope. Quand il y a une personne qui part, comme tu dis, elle se ramasse avec la moitié des tâches de une et de l'autre. Fait que, tu sais, j'essaie tout le temps de leur faire comprendre que on est une petite entreprise, puis un petit 2 semaines de préavis, là, c'est pas super bien accueilli, là. Tu sais, on essaie de pas faire ça. Puis en général, je dirais que quand les gens quittent, quand une personne décide de partir à une autre aventure, elle me le dit. Puis je garde l'œil ouvert, puis on commence déjà à faire des démarches, puis on se dit, OK, on se donne un temps, puis le temps, ça va être comme... Dans un mois, ça me semble raisonnable, tu sais. Donc, c'est ça. Ben, c'est vraiment cool, c'est super smart. Puis... mais c'est ça. Fait que dans le fond, c'est tes employés qui font la procédure, qui écrivent la procédure. Oui, c'est pas moi. C'est révisé par non. Okay. Ça pourrait pas être moi parce que, comme je disais tantôt, c'est ça. Moi, je sais où on s'en va, mais que moi, je rentre, je veux dire, telle commande, puis où je dois sortir le rapport des fils, des boutons, là, moi, je ne sais pas comment le faire. Mais si tu me donnes la procédure, je vais être capable de le faire. Fait que c'est ça. Tu peux pas tout savoir. Puis c'est de là aussi où... Tu sais, de sortir des opérations, tu sors plus facilement des opérations, puis tu as confiance en ton équipe parce que, justement, elles font leur job. Puis toi, ta job, c'est de gérer, on va dire, le bateau. Fait que, il faut que chacun sache où il s'en va. Mais justement, quand elle s'en va, cette personne-là, ben, il faut qu'il y ait une procédure. C'est cool. Merci. Oui, ça fait plaisir. Bonsoir Ève, et merci pour le partage. Salut Céline. En fait, je voulais un peu revenir sur le fait que ça fait 24 ans que tu es dans le métier, tu as vu le secteur évoluer, donc tu disais que tu mettais en place des procédures, que tu avais un calendrier assez détaillé de ce qui s'en venait de saison en saison. Donc, tu maîtrises quand même pas mal les processus. Maintenant, on est dans un contexte qui évolue vite, on en parlait, et sur tous les métiers, que ce soit la production, que ce soit la communication, les ventes, voilà. Donc, je voulais savoir un peu comment... c'est quoi ton prochain cheval de bataille, ce sur quoi tu veux t'engager dans les prochaines années et ta marque. Les changements structurants que tu vas faire sans pour autant y laisser ton âme. Là. Donc, c'est un peu ça ma question. C'est comment tu gères en fait
ce côté expérience, mais aussi devoir faire des changements radicaux des fois aussi peut-être dans notre secteur qui évolue vraiment vite depuis les dernières années. Bien, c'est sûr que ça évolue vite, mais ça reste que, je veux dire, la collection printemps-été, on l'a vu pour le printemps puis l'été. Fait que, il y a des trucs de base qui restent là, puis qu'on essaie de, déjà de maintenir le calendrier, là, c'est tout un défi. Puis effectivement, avec l'évolution, ben le temps de ce qui se passe, la guerre ou juste les transports ou tu sais comment dire, par exemple, si je pense aux matières premières, avant, ça prenait 8 semaines faire produire quelque chose. Maintenant, ça prend 12 semaines, 12, même 16 semaines. Ça devient de plus en plus difficile à gérer. Puis pour moi, c'est ça le défi. C'est pas nécessairement de trouver, c'est comme de faire des changements radicaux. Je dirais, c'est de maintenir puis d'essayer de continuer à mieux s'organiser parce que je suis pas j'ai mon calendrier puis ça se passe puis c'est comme ça. Non, ça c'est ma wish list de mon calendrier et tu es tout le temps en train de négocier entre des timelines d'un tissu qui arrive pas, d'une couturière qui est en retard, d'un coupeur qui est malade ou tu sais je pense de maintenir ça puis de s'ajuster puis d'essayer d'être prévoyant puis d'organiser les choses, c'est ça mon défi à moi et toute l'équipe. Après, je ne sais pas si j'ai bien répondu à ta question. Oui, en fait, c'était de savoir si, de ton point de vue, il y avait des choses que tu allais mettre en priorité. Est-ce que c'est, par exemple, l'utilisation de l'IA, comme on en parlait? Est-ce que ça va être je vois ta de créer je sais pas, des partenariats plus serrés avec certains contracteurs parce que tu sais que c'est un enjeu, la production? Est-ce que... Je te dirais toutes ces réponses-là, ouais, Céline. voilà. Pour vrai, là, l'IA, là, je veux dire, côté artistique, on va dire, côté création, je veux dire, c'est quelque chose qui est très difficile à apprendre puis à accepter pour plein de domaines artistiques, que ce soit la musique. Mon amoureux, c'est un musicien, puis l'IA, là, ça fait pas son affaire, pas en tout. Là. Mais ça fait notre affaire pour écrire des textes, pour, quand on fait de la description de produits, de l'utiliser. Je pense qu'il faut en avoir à bon usage. Après, il y a des choses où moi, je refuse d'aller parce que la création, c'est mon dada, ça me tente pas de ou même les photos, pour un photographe aussi, c'est difficile. Là. Je ne sais pas comment ils vont se renouveler ou comment ils vont essayer d'adapter cette nouvelle technologie-là à leur métier, mais c'est dur à accepter dans la création. Après, peut-être qu'un journaliste, un écrivain, il va dire « ben non, mais moi, je refuse d'utiliser l'IA parce que je veux pas me dénaturer puis je veux continuer à écrire mes textes. » Je veux dire, ça va être de trouver son bon usage. C'est tellement quand même nouveau comme technologie, puis ça nous dépasse. On dirait que ça dépasse l'entendement des fois. Quand j'entends des choses, je trouve ça déprimant à mort. J'ai l'impression... Mais en même temps, il faut essayer d'y retirer le bon. Je sais pas. Je pense qu'on navigue dans les eaux périlleuses, puis on va essayer de trouver notre chemin. Super, merci. C'était à toi. Allô? Allô? Salut, Ève. Merci pour tout ton partage ce soir. Je t'ai rencontré au début, là, quand ça faisait environ 20 ans. Je salue tout ce que tu as vécu, tout ce que tu as livré. Je vais rebondir un peu sur ce que mon collègue Mathieu a dit tout à l'heure. Moi, comme toi aussi, j'ai fait produire mes vêtements ici longtemps. Puis ma grande crainte, c'est effectivement qu'est-ce qui va arriver quand notre coupeur de 70 ans puis la couturière de 75 ans va être trop essoufflée pour prendre les commandes des designers québécois ou canadiens. Qu'est-ce que ça prend pour attirer une relève de qualité au niveau manufacturier, donc des bons techniciens? On est dans une ère où la plupart des jeunes qui graduent dans les écoles de mode veulent devenir des designers. Et
moi, j'ai la même formation que toi. Je m'évertue à essayer de leur dire qu'ils pourraient gagner de bien meilleurs salaires en étant coupeurs, qu'ils pourraient avoir une qualité de vie bien supérieure, parce qu'on le dit, on y pense tout le temps en entreprise, c'est tout le temps à l'intérieur de nous. Donc, je reviens à ma question. Qu'est-ce que ça prend pour attirer ceux qui travaillent dans les écoles de mode à exercer des métiers de techniciens qui nous manquent cruellement actuellement? Pour vrai, ça fait 20 ans qu'on en parle. Je le sais pas. Tu sais, je veux dire, il y a eu l'idée de l'immigration. Il y a dans d'autres pays des gens qui apprennent à coudre super jeunes, puis que c'est un métier qu'ils aiment, qu'ils chérissent, qui ont envie de travailler là-dedans. Est-ce qu'il va falloir... Tu sais, je sais qu'il y a eu à un moment donné une époque... le gouvernement qui acceptait des métiers. Bien, je ne sais même pas s'il acceptait les métiers de couturier, mais je sais que M-Mode s'est battu pour ça. Des chantiers de main-d'œuvre. Il n'y en a pas eu un derrière la semaine passée sur ça. C'est un enjeu. J'ai aucune idée de... Puis qu'est-ce qui va attirer les jeunes aujourd'hui de s'en aller dans ce secteur-là? Je ne sais pas si c'est ça la réponse, que ce soit les jeunes aujourd'hui d'aller dans ce domaine-là, qui est un domaine pas si facile non plus, parce que c'est un travail manuel. Un travail manuel, c'est toujours difficile pour le corps. J'ai des couturières, moi, qui sont quand même pas âgées, puis qu'ils ont mal partout, là. Les tendinites, puis c'est pas si évident, c'est pas le métier le plus payant, on va se le dire aussi. Fait que les jeunes aujourd'hui, ils veulent du cash. Je m'excuse, mais c'est souvent le discours qu'on me dit quand que j'ai des stagiaires, puis je suis comme « Ah, je sais pas si tu as choisi le bon domaine. » Mais en tout cas, c'est un domaine de passion, c'est un domaine de cœur. La créativité, la création, quand tu t'en vas dans un domaine comme ça, tu t'en vas pas là pour le cash, tu t'en vas là parce que t'aimes ton travail, t'es passionné, tu vas en manger. De toute façon, être entrepreneur, excuse-moi, tu ranges ton micro, t'allais dire quelque chose, mais être entrepreneur, là, moi, je veux dire, si j'avais calculé mon salaire, là, je veux dire, je faisais 2 piastres de l'heure, là, tu sais. Puis, fait que c'est pas, tu sais, être entrepreneur, c'est ça, c'est un domaine, c'est une passion, c'est ton cœur qui te guide, c'est ton envie, ton désir, ta persévérance, puis quelqu'un qui est en couture, est-ce que c'est ça qui le motive? Tu sais, c'est ça. Peut-être qu'il y a d'autres personnes qui auraient des réponses intéressantes à donner dans ce domaine-là. Tu sais. Je peux rebondir. J'ai pas de réponse intéressante. Je en tout cas, voulais qui va plaire. Lise-Marie, là, si tu me permets, il y a peut-être comme 2 choses là, qu'on peut voir là-dedans. C'est de dire, est-ce que c'est des tâches qui vont être... Parce que là, il y a une réflexion, l'humain, puis quelqu'un qui est dans une école de mode. De la coupe, est-ce qu'à un moment donné, c'est une tâche qui peut être automatisable? Là? Puis dans ce qu'on disait, Ève, tout à l'heure, c'est vrai. tu as toute la question des processus, l'amélioration de la productivité, puis vous allez beaucoup en entendre parler parce que c'est le cheval de bataille du gouvernement, c'est de dire, d'abord, tu installes des processus, tu optimises des processus, tu automatises des processus, tu rentres de l'IA là-dedans. Donc, tu sais, s'il y a une pénurie, il y a 2 choses qui vont se passer. Soit le métier n'existe plus, un peu comme disait Ève, puis là, ça veut dire aller peut-être regarder ailleurs. On a vu avec Kimberly Fletcher, là, que vous connaissez sûrement, qui fait des sacs, on l'a aidé à rentrer en contact avec des mères monoparentales en Colombie, puis maintenant, il y a un savoir-faire qu'elles avaient dans la fabrication de sacs, puis elle les fabrique en Colombie, parce qu'elle avait du mal là, à faire son expansion ici avec une fabrication. Donc, soit ça va déménager, puis un peu comme disait Ève, moi, je vais au Pérou pour certaines choses, ou soit alors, ça va être automatisé, puis des robots, puis de l'intelligence artificielle qui vont faire ça, mais c'est pas vrai. Dans l'état où est le Québec en termes de reprenariat, je veux dire, il ne va pas y avoir une génération spontanée de gens qui vont arriver sur le marché du travail de 18 ans qui vont vouloir combler tous les emplois. Démographiquement, ça ne tient pas debout. Donc, il y a des emplois qui vont se perdre, il y a des entreprises qui vont se perdre. Puis, je parle avec des artisans là, qui utilisent des matières premières et là où l'entreprise qui les fournit en matières premières est au bord de fermer. Et puis, comme tu disais, 70 ans, là, la personne en a 84. Et elle peut claquer comme fermer la porte là, du jour au lendemain. Donc, ça, c'est sûr qu'il n'y a pas de réponse miracle là-dedans, mais la vie va trouver son chemin, là. Soit ça va être par l'automatisation, soit ça va être par la délocalisation ou par un programme gouvernemental, comme tu disais, de dire on va attirer des gens qui ont cette expertise pour qu'ils viennent ici l'établir. Mais la tendance en ce moment là, de faire rentrer là, de l'immigration, pas trop le truc du moment. Là. Fait que, pas de réponse miracle.
les écoles forment des créateurs et des créatrices, pas des exécutants, puis ça, c'est important aussi de le prendre en compte. C'est juste ça. Voilà. C'est tout. Allô? Salut, Michel. Est-ce que tu peux parler de le côté de marketing, la personne que tu as dans ta équipe? Parce que je sais que c'est assez un gros challenge pour des petites entreprises d'avoir le côté de marketing avec le social media, les ads Google et tout ça. Est-ce que c'est tout fait comme in-house, like les courriels, les newsletters, le Google Ads? Est-ce que ça s'est fait tout par une personne et les médias sociaux? Est-ce que c'est fait comme in-house avec une personne? En fait, le poste de marketing chez nous, oui, c'est la même personne qui va s'occuper de tout le site web, de mettre les produits, la description de produits, qui va s'occuper des réseaux sociaux, qui va s'occuper du contenu. Le contenu, on essaie de le faire en équipe. On va aussi essayer de faire, c'est ça, de créer du contenu, que ce soit en photo ou en vidéo. C'est sûr que ça, c'est une grosse partie. Hein? C'est comme une grosse partie qui prend de plus en plus de place, le marketing et le contenu. Puis c'est super important qu'il soit à la hauteur ou de l'image que tu as envie de projeter, parce que justement, les gens, ils achètent de plus en plus en ligne, ils se déplacent de moins en moins en boutique. Donc, je pense que même pour un détaillant, c'est très important qu'il y ait ces deux canaux de distribution-là, que ce soit en boutique physique, comme les gens aiment encore essayer, mais qui développent aussi ce canal-là de vente en ligne. Donc, c'est ça, la personne qui travaille chez nous en marketing va faire tous ces aspects-là, mais comme je disais tantôt, c'est une personne polyvalente qui va être aussi capable d'aller faire du contrôle de qualité, qui va être aussi capable de venir s'asseoir avec nous à la table de création, puis de donner son avis, puis de dire « Moi, je les vois, les ventes passer, ça sort bien, ça sort moins bien. » Travaillons la collection aussi de cette manière-là. Parce que moi, je disais tantôt, je ne donnerai pas la partie création, c'est mon dada. Mais j'ai quand même mon équipe qui vient avec moi se poser autour de la table quand je présente les dessins, quand je présente la palette de couleurs, quand je présente les tissus, puis qui va aussi donner son avis, puis j'en tiens compte. Oui, c'est moi qui vais avoir le dernier mot, mais je tiens compte de son avis. Donc, la fille en marketing va aussi, c'est ça, toucher à d'autres choses, parce que c'est vrai que pour une petite entreprise, d'avoir une personne, d'avoir un salaire pour faire du marketing, il faut l'occuper là, quand même. Fait qu'il va y avoir des périodes où elle va plus être sur le site web, mais c'est elle qui va faire toutes les newsletters, qui va créer aussi le visuel pour les ads. Les ads, on les fait pas à l'interne. On travaille avec une agence pour ça. C'est quelque chose qu'on aimerait bien faire à l'interne, mais bon, il faut que ton employé ait aussi ces connaissances-là, puis tu as des connaissances qui coûtent cher aussi, là, tu sais. C'est ça. Donc, c'est ça. Voilà. Oui. Ça. Mais deux petites choses. Je voulais d'abord rebondir sur une chose qui avait été dite là, par rapport à la relève, dans le fond, puis trouver des gens pour faire de la coupe. Puis ça, c'est un add-on parce que c'est vraiment pas pour ça que je suis ici, mais j'ai une fille qui est en design de mode en ce moment. Puis je me suis demandé, en entendant ça, si c'était valorisé dans les écoles de faire ce type de métier-là. Puis c'est un peu ça que, dans le fond, t'amenais, là. C'est une question réelle que je me demande. Est-ce que quand un jeune va apprendre le métier de designer de mode, il y a des gens qui valorisent aussi des métiers qui sont autour de la personne qui va, disons, designer la collection et tout ça, puis qui va quand même pouvoir avoir une vie intéressante et créative à travers ça aussi, tu sais? On a une réponse à l'avant, là. Apparemment, c'est non. Non? Bien, je vais répondre de mon point de vue puis de mon expérience. C'est vrai que moi, étudiante, c'était pas... quand tu es à l'école, bien, quand j'étais à l'école, on valorisait le fait d'être designer. Après, en apprenant le métier de designer, tu apprends à faire des patrons, tu apprends à faire
la couture. Des fois, tu vas te développer une passion, tu vas te rendre compte que tu aimes vraiment le patron ou que tu aimes vraiment la couture, puis tu veux peut-être prendre plus d'expérience dans un des deux domaines. C'est sûr que l'aspect créatif puis l'idée d'être designer, c'est souvent ça qui t'amène à t'enligner sur ce... C'est ça qui est accrocheur. C'est ça qui est accrocheur. Mais il faut quand même dire que souvent, les étudiantes qui sortent de l'école de mode peuvent aussi aller travailler pour des entreprises où ils vont dessiner des collections. Ça ne veut pas dire nécessairement qu'ils vont partir leur brand. C'est là où il y a la différence entre aller travailler pour une entreprise comme designer ou comme couturière ou patroniste ou devenir entrepreneur puis partir ton entreprise. Après, peut-être qu'on a des professeurs de Marie-Victorin qui auraient envie de dire un mot sur ce que vous dites parce que, bon, on est 25 ans plus tard. Fait que, Marie-Ève, ouais? Je parle assez fort de toute façon. J'étais habituée d'avoir des classes de comme 25 étudiants, fait que ça m'aurait pas dérangé. Puis j'ai une voix qui porte naturellement. Mais je peux dire que oui, effectivement, c'est un peu la même chose. Je veux dire, le programme a énormément évolué depuis. Parce que moi, j'ai gradué en 2002, là, fait que comme pas loin de toi, je pense. Ouais. Puis, tu sais, même si on ajoute comme plus de technologie, qu'on essaie de les sensibiliser de plus en plus aussi au monde qui change en mode, que les perspectives d'emploi, il y en a beaucoup dans des grosses entreprises, mais on parle beaucoup de la petite entreprise. Il y en a énormément qui veulent se lancer en affaires. Fait que, tu sais, eux, ils apprennent toutes les étapes du métier de designer. Donc, ils coupent ils dessinent leur projet, ils coupent, ils cousent, ils font toutes ces étapes-là. Mais, tu sais, à savoir, est-ce qu'ils veulent devenir coupeurs après? C'est sûr que je pense que, comme tu disais, tu sais, la plupart sont venus avec une idée en tête d'être un créateur de mode, d'être un designer, puis d'accéder à un poste où ils vont pouvoir avoir cette portion créative-là parce que c'est des créatifs, là, complètement. Fait que, tu sais, c'est pas que nous, on dénigre ce métier-là, puis, tu sais, on sait pas non plus, on forme beaucoup de relèves, puis ça nous... En tout cas, moi, personnellement, des fois, ça me touche, puis ça m'inquiète dans un sens où, comme, je veux pas leur mentir, fait que quand ils me posent des questions, tu sais, je leur parle que c'est une industrie qui est difficile, que c'est une industrie qui est en changement, mais en même temps, on veut pas non plus les décourager parce que nous, on est allés là, puis on a trouvé des emplois, puis, tu sais, comme quand s'ils sont vraiment motivés, ils vont sacrer leur propre emploi, leur propre entreprise, leur propre... ils vont le développer de leur façon, puis je pense qu'ils sont générateurs d'idées, puis ils vont amener de la nouveauté, là. Fait que je crois à la relève, mais c'est sûr que c'est pas les métiers qui sont favorisés. Qui ressortent. Oui, vraiment pas. Fait que je pense que oui, on va se tourner vers de la technologie, vers de l'automatisation, vers d'autres ressources pour que ces gens-là, ils puissent faire leur travail autrement. J'avais aussi juste une autre question. C'est possible? OK. Ou, ben, tu sais, c'est des réflexions qu'on a depuis longtemps, ou créer une école alternative parce qu'il y a de l'insertion sociale, des jeunes décrocheurs, ça serait tout des travails, des jobs qui pourraient être donnés à ces gens-là. Fait que moi, pour garder vivant le savoir-faire manuel de couture, de taillage, qui est hyper important, puis quand même pointu, parce qu'à Marie-Victorin, on a une formation, la dernière année, tu peux faire gestion de production. Puis tu apprends tout ça. Mais personne ne veut être couturière, personne ne veut tailler, tu sais. Puis il y a l'école des Faubourgs, il y a quand même... ça, j'allais parler de l'école des Faubourgs. C'est ça, il y a plein de... Mais tu sais, Marie-Victorin, la salle, tu vas pas là pour ça, tu vas perdre ton temps, tu sais. Fait qu'il y a une grande réflexion à avoir autour de ça qui est super riche, mais on n'aura pas ça ce soir. Non. On va prendre ta dernière question et une vraie dernière question juste ici. Puis malheureusement, après, le temps file. Parfait. En fait, j'aurais voulu avoir aussi une idée de... on dirait que ça a peut-être moins été abordé, la notion... Parce que là, on a une belle histoire de succès, là, vraiment. Bravo pour ça. Merci. Mais tu sais, je me demande aussi, au niveau de la prise de risque, tu sais, quand tu commences mettons, à te bâtir ton entreprise... On dirait que, je ne sais pas si dans ma tête, je ne sais pas si j'ai raison de penser ça, là, mais tu sais, moi, de la façon dont je vois ça, je me dis, bon, il y a les artistes qui, on va dire, eux, c'est comme ils n'ont pas le choix de créer, tu sais. On dirait que moi, je perçois comme l'artisan, comme quelqu'un qui décide de faire un choix à un moment donné, puis de partir une entreprise, c'est un choix. Puis,
qu'est-ce que ça implique au niveau du risque, de la prise de risque que ça ne fonctionne pas? Puis où est-ce que, disons, toi, dans ton histoire peut-être, ou l'histoire des autres personnes ici, où est-ce que c'est jouable de prendre ce risque-là ou non? Je sais que c'est bien personnel à chacun. Oui, là, je mais pense que c'est personnel à chacun. Puis, tu sais, je veux dire, je pense, dans mon cas à moi, ça sera différent probablement pour les autres. Dans mon cas à moi, je pense que c'était la jeunesse. C'était l'insouciance. Est-ce qu'aujourd'hui, je repartirais une business en affaires en mode? La réponse est non. Même si j'adore mon travail, puis j'adore être entrepreneur, j'adore mes moments de création, je chéris chaque moment. J'adore être en meeting avec mes employés, puis de penser, brainstormer sur qu'est-ce qu'on va faire, puis OK, là, on décide de retourner à New York, let's go, on y va, puis ça va être ça. Puis tu sais, comme, j'adore ça. Puis je vois aussi mes employés, tu sais, avoir des idées, puis savoir qu'ils peuvent concrétiser leurs idées, puis que je leur donne les moyens, puis l'autonomie de pouvoir le faire. J'adore ça. Mais quand j'ai démarré mon entreprise, premièrement, je savais même pas dans quoi je m'embarquais. Puis comme je disais, je savais pas c'est quoi vraiment être entrepreneur. Moi, je voulais créer des collections, faire des défilés de mode. C'était ça l'idée. On sort de l'école, on veut faire ça. Fait que j'ai eu de l'expérience, j'ai travaillé avec différents créateurs de mode, j'ai appris mon métier, j'ai appris à faire des patrons, à faire de la couture. C'est ça que je faisais. Je travaillais en atelier. Je travaillais pas en entrepreneuriat, je travaillais en atelier pour que le jour où j'allais partir mon entreprise, j'allais pouvoir répondre moi-même à mes questions de comment je fais mon patron, comment je déplace une pince, puis comment je fais mes finitions, puis etc. Je voulais faire mes erreurs sur le dos de quelqu'un d'autre. On va être réaliste, c'était ça. Quand j'ai parti mon entreprise, j'ai fait des erreurs, puis là, il a fallu que moi, je paye pour. Mais pour revenir à ta question, je pense que d'être entrepreneur, c'est de prendre des risques. Tu prends des risques tout le temps quand tu prends une décision, mais après, tu peux faire des risques calculés. Tu sais, tu peux faire des risques calculés en disant, bon, ben au début, tu vas commencer, tu vas faire ça à temps partiel, puis petit à petit, tu vas monter ton entreprise, ou tu peux dire, moi, j'ai mis de l'argent de côté parce que j'ai travaillé pendant 5 ans, 10 ans, puis j'ai mis des de côté, puis là, je deviens all-in pendant 6 mois, puis on va voir ce que ça va donner, puis tu te fais ton plan d'affaires, puis tu sais, il y a plein de manières de partir ton entreprise, tu sais. Peut-être qu'André, ouais. Oui, c'est ça, si tu me permets de compléter, bien, il y a toujours, le risque, c'est une compétence entrepreneuriale. C'est comme ça fait partie inhérente de quand tu décides de partir ton entreprise, tu prends un risque. Ce qu'est le fun, puis moi je l'ai vu avec Ève, quand tu pars, tu n'as pas grand-chose à perdre. Tu n'as pas des sommes énormes et tout ça. Fait que tu as le concept du fail fast, là, de plantons-nous rapidement, puis relevons-nous, puis repartons. Puis il y a des pays comme la Suède, là, qui sont basés beaucoup sur l'innovation et qui valorisent ça et qui recyclent, entre guillemets, les entrepreneurs qui n'ont pas réussi pour les remettre en selle. Donc, il y a un filet qui fait en sorte que on ne veut pas perdre cette expérience-là. Donc, ça en fait partie. Mais après, moi, je l'ai vécu avec Ève. Quand tu as une équipe, là, quand tu as 8 personnes qui dépendent de toi, puis que si tu plantes, ben là, tu as des investissements, tu as des prêts, tu as des choses comme ça, et ta maison peut passer dans le lot. La notion de risque et de gestion du risque, là, elle prend une autre dimension. Donc, c'est comme, ben, oui, c'est lancé en affaires, tu peux te lancer, tu n'as pas grand-chose à perdre là, en partant, là, une couple de centaines de piastres, tu vas retourner travailler, puis tout ça. Mais plus ça avance, et il y a plus d'échecs en croissance qu'en démarrage, ben plus le risque, comme tu dis, il faut le calculer parce qu'il y a des impacts beaucoup plus grands. Puis Ève, elle pleure quand il y a des gens qui partent, là, des employés qui partent, fait qu'imagine de devoir les mettre dehors. Là. Ça, c'est comme dévastateur. Merci. Oui. Je vais essayer de... C'est surtout qu'elle tourne dans ma tête, la question, donc je vais essayer de la tourner correctement. Là. Déjà, merci infiniment parce que c'était très, très enrichissant. Et la problématique associée au métier de coupeur, de confection et autres, il me semble qu'il y a aussi le côté vision du client et du prix d'un vêtement, qui a été complètement biaisé par le fast fashion. C'est clair que pour avoir fait mon deck il n'y a pas longtemps, je suis arrivée là-dedans, je me suis dit, OK, 90% du marché, c'est du fast fashion, je ne veux pas travailler là-dedans. Donc déjà, ça peut nous réduire ça. Mais moi, ma question, elle va être plus associée justement à est-ce que vous trouvez qu'au niveau évolution de la mentalité de la clientèle, est-ce qu'on arrive à une stabilisation par rapport au prix d'un vêtement? Parce que si on veut qu'il soit fait au Québec, il faut quand même justement
ben, que le coupeur et que la confection soient quand même payés un minimum pour en vivre? Ou est-ce qu'on a encore cette tendance à vouloir rechercher le moindre prix pour quand même du québécois, alors ce qui devient à un moment donné impossible en fait à faire? Bien, c'est sûr que c'est une éducation. Je veux dire, quand moi j'ai commencé, il n'y avait pas cette éducation-là de faites localement. Fait que ça fait 24 ans que je travaille pour ça. Puis tous les autres designers qui sont ici travaillent dans le même sens que moi depuis le début de leur entreprise. Donc, je pense que l'éducation, ça se fait tout le temps, tous les jours. Après, il y a des gens qui ont des prises de conscience de dire, OK, moi, je vais acheter localement parce qu'il y a une empreinte écologique, parce que je préfère encourager la mode locale, parce que je veux un produit de qualité ou qui se différencie ou qui justement, qui fait pas partie de la fast fashion. Fait que, nos détaillants travaillent avec nous dans ce sens-là, éduquent leurs clientes dans cette optique-là. Après, l'idée des prix qui montent, c'est sûr que c'est sans fin. Je veux dire, puis je pense que c'est d'être transparent aussi. C'est pas parce que tu vas vendre ta veste 350 $ que tu te mets 300 $ dans les poches. Non, pas du tout. C'est d'être transparent dans ton produit, dans ton marketing, dans ce que tu communiques avec tes clientes. Puis, les matières premières coûtent de plus en plus cher, le transport coûte cher, les salaires augmentent, le coût de la vie augmente. Tout le monde le voit comment tout augmente. Fait que la mode, en tout cas, faite au Québec, suit aussi ce chemin-là. Puis, je tente à penser que mes clientes, les clientes qui nous suivent, qui sont intéressées dans la mode locale, ont cette conscience-là. Est-ce que ça veut dire qu'elles achètent juste de la mode québécoise faite ici? Ça ne veut pas dire ça non plus. Ça ne veut pas dire qu'elles n'achètent pas non plus de fast fashion. Elles vont choisir leur combat ou elles vont acheter leurs 2-3 pièces par année chez leur créatrice préférée. Puis c'est une manière de faire leur part, comme nous, dans notre quotidien, qu'on essaie de faire notre part sur plein de différents aspects de la vie. Mais c'est une éducation qui est sans fin, je pense. Je ne sais pas si je réponds bien à ta question. Oui, mais c'était surtout aussi de savoir le ressenti, si on avait l'air de perdre à nouveau les gens ou pas, en fait. Ou est-ce qu'il y avait quand même un espoir que ça tienne? Ben, j'ai espoir que ça ouais, c'est ça, hein? OK. Merci beaucoup. Merci. Merci tout le monde pour vos questions. Merci à vous d'être venus.